Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Encore une fois, une grosse dinguerie, tous les conseils que je vais donner. C'est pour ça que la vidéo est très longue. Si tu veux une grosse traction, être valide en compétition, comprendre pourquoi tu stagnes ou te blesses, dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z le plan complet pour maîtriser ta traction lestée, peu importe ton niveau. Et tu vas vraiment ressortir avec une technique plus propre, un plan clair et surtout une vraie compréhension de tout ce que tu fais. Donc vraiment, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On va voir vraiment tout ce qui est les bases du mouvement, la technique, la physiologie et la programmation, vraiment comment programmer le mouvement. Donc, ça va être très long. Si tu n'as pas 1 heure, 2 heures, ou voire même plus, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, à investir dans ta progression, c'est que tu ne veux pas vraiment progresser ou c'est que tu n'es pas vraiment sérieux. Je te demande même pas de me payer, je te demande juste de m'écouter pendant plusieurs minutes. Donc, si tu veux vraiment progresser et atteindre une traction fois ton poids de corps en charge additionnelle, reste jusqu'à la fin, ça va être une dinguerie. Ok, pourquoi tu dois m'écouter dans cette vidéo et bien rester jusqu'au bout pour avoir les meilleurs cheat codes? Alors moi, très rapidement, mon évolution, donc en 2021, quand j'ai commencé à peu près le street, je faisais 10 tractions poids de corps et qui n'étaient pas au standard, qui n'étaient pas vraiment en rep. Et actuellement, du coup, en 2025, je fais 15 tractions à 20 kg à environ et une traction à 60 kg. Donc c'est des perfs que vous pouvez aller voir sur mon Insta, Tesco SL. De plus, j'ai réussi à corriger mon déséquilibre. Donc, au niveau des épaules, j'avais un sale déséquilibre. Alors là, on va peut-être pas bien voir. Voilà, donc là, on voit mieux. J'avais vraiment un sale déséquilibre. En fait, je perdais ma rotation externe sur mon bras gauche. Donc là, j'ai réussi à le corriger sur du lourd. Donc c'est beaucoup mieux. Et ensuite, quelques évolutions des coachés. Donc, Raphaël, quand on a commencé le coaching, il pouvait pas suspendre 10 secondes. Donc vraiment, vraiment, c'était la galère. Il pouvait pas suspendre plus de 10 secondes. Et en 1 an, on est passé à 8 tractions au poids de corps, sachant qu'il y a eu des pauses en plus. Voilà, 8 tractions au poids de corps, donc c'est cool. Romain, en 8 mois, on est passé de 0 à 14 tractions au poids de corps, donc c'est cool aussi. En 5 mois avec Marin, on est passé de 15 tractions au poids de corps à 9 fois 20 kilos. Alors là, on se rend peut-être pas assez compte, mais grosso modo, quand il avait 15 tractions au poids de corps, il devait avoir à peu près 4-5 reps à 20 kilos. Donc c'est cool quand même, c'est quand même pas mal. Titouan, on est passé de 42,5 à 50 kilos en 5 mois en ARM et 12 fois 20 kilos à 10 fois 30 kilos en 2 mois. Donc ça, c'était vraiment la plus grosse évolution. C'était vraiment cool. Et Sofiane, 70 kilos à 82,5 kilos en 3 mois. Voilà. Plus aussi l'expérience en compétition. J'ai parlé avec énormément d'athlètes. J'ai échangé avec pas mal d'athlètes. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment de l'expérience en compète, en traction et grosso modo sur la programmation, sur la technique. Le profil du gars qui va atteindre cette traction, cette fameuse traction fois son poids de corps, vs celui qui va continuer de stagner même après avoir regardé sa vidéo. Donc, celui qui stagne, c'est celui qui a pas de structure, c'est celui qui se charge vraiment au feeling, qui va à la salle, qui se dit ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, et il trouve un format, il met les charges au feeling selon sa forme du jour, et en fait il a pas de plan et il fait ça à chaque séance, donc il évolue pas, il met pas bien en place sa surcharge, etc. Il ignore la technique, donc il cherche pas à améliorer sa technique. Voilà, il fait vraiment juste sa traction sans réfléchir. Il cherche pas à optimiser sa technique, à être au standard. Euh, il fait toujours le même renfo parce qu'il fait le renfo qu'il aime bien. Des fois, il change, mais grosso modo, c'est le même renfo. Il va faire son renfo à l'année, le renfo qu'il aime bien. Et des fois, il va passer à l'échec dessus. Et il se filme jamais. Bien évidemment, ça va avec la technique. Donc, il peut pas voir s'il y a des défauts, s'il y a des problèmes. Il peut même pas demander conseil à quelqu'un parce qu'il a pas de vidéo de ses mouvements. Alors que celui qui progresse vite, il a un plan. Donc là, dans cette vidéo, vous aurez un plan justement pour progresser, un plan pour structurer vos entraînements en traction listée. En vrai de vrai, ça peut se compléter aussi, enfin ça peut s'appliquer aussi sur les autres mouvements, mais je ferai une vidéo de ce type sur les autres mouvements aussi. Donc il a un plan, il est concentré sur la forme, donc il est focus sur la forme, il ajoute de l'assistance et il analyse ses perfs. Donc voilà, il peut demander conseil à des gens parce qu'il a filmé ses vidéos. Il analyse, il essaye de corriger sa technique avec les connaissances qu'il a. Ça, c'est vraiment le mec qui va progresser. C'est toi, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo et que tu prends vraiment des notes et que tu comprends ce que je vais dire. Ensuite, sur les bases du mouvement, donc, on va aller très rapidement dessus. Muscles impliqués en fait sur la traction. Donc c'est vraiment dans l'ordre. Bon, non, c'est pas dans l'ordre, mais grosso modo, principalement, ça va être le grand dorsal, grand rond, trapèze inférieur. Donc vous avez le schéma. Hein. Trapèze inférieur ici, pas confondre avec les autres facettes, enfin les autres portions du trapèze. Biceps brachial,
brachial et brachioradial. Donc ça, c'est les muscles qui vont participer à la concentrique sur la traction de manière antagoniste, enfin de manière agoniste justement. Et de manière antagoniste, on a principalement le grand pectoral, le triceps brachial et le deltoïde antérieur. Donc c'est ce qui va permettre de contrôler, enfin, c'est les muscles qui vont être stabilisateurs et qui vont permettre de contrôler l'excentrique. Ensuite, en termes de mouvement, la traction, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est une adduction du bras. Donc c'est le fait de venir, adduction du bras de l'épaule. Donc c'est le fait de venir faire ce mouvement-là, comme ici sur le schéma, une flexion de l'avant-bras, donc du coude. Donc c'est c'est le mouvement du curl en fait, cette flexion du bras, et une extension du bras, de l'épaule encore une fois. Donc le fait d'amener son bras comme ça en arrière. Donc c'est ces trois mouvements combinés qui font la traction, à des degrés forcément adaptés. C'est-à-dire que c'est pas une induction parfaite, c'est pas une adduction parfaite, c'est une adduction à un certain degré qui est couplée du coup avec la flexion et l'extension du bras. Sur les muscles impliqués par phase de tirage, donc sur la première phase de tirage, grosso modo, du coup de bras tendu à bras à 90 degrés, on a principalement le grand dorsal, le biceps brachial, donc ce qui va permettre la flexion du coude en fait, le brachial antérieur qui va faire un soutien mécanique, trapèze inférieur, fixation scapulaire, et grand rond qui va en fait assister le grand dorsal. Il a vraiment le même rôle que le grand dorsal, donc il va venir assister ici. Et en stabilisateur, on a rhomboïde et deltoïde postérieur en synergie. Donc, ensuite, sur le second tirage, donc quand on est de 90 jusqu'à la fin de tirage, au moment où on va venir fermer la traction, ça va être principalement le grand rond. Donc, c'est vraiment cette phase où on a une transition musculaire entre grand dorsal, grand rond, deltoïde postérieur, trapèze inférieur, rhomboïde. D'où vraiment l'importance de venir faire tout ce qui est face pull. Bon, on va en reparler après, mais tout ce qui est face pull, tout ce qui est même du tirage menton, ça peut être intéressant. Mais en gros, voilà, venir taffer trapèze inférieur, rhomboïde, deltoïde postérieur, des muscles souvent qu'on oublie. Pareil pour des élévations Y, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, donc, infrasupraépineux, coiffe de rotateur et biceps brachial, verrouillage du coude. Souvent, voilà. Donc, spécificité, c'est vraiment ouais, la phase la plus difficile. C'est pour ça que la plupart des gens ont du mal à finir la traction. Souvent, c'est parce que la plupart des gens ont un profil rapide. On va en reparler après dans la vidéo. Et du coup, ils ont un profil où ils montent vite, mais ils ont du mal à finir la traction. Et quand ça devient dur, ils ont du mal à tirer longtemps pour finir. Mais c'est aussi parce qu'il y a une transition musculaire à ce moment-là. Et que forcément, c'est plus dur. C'est comme au dips après 90 degrés, pareil. Enfin, après, non pas 90 degrés, mais après à peu près 110, 100, 120, 115 degrés environ. On a cette transition musculaire où on va venir plus engager les triceps. Et du coup, généralement, les gens ont plus de mal ici. Et c'est ce qu'on appelle un sticking point. Donc, c'est en fait, c'est pour ça qu'on a souvent le même sticking point. C'est parce que c'est un endroit où, avec la transition musculaire et la perte de stabilité aussi au niveau des épaules, on a du coup une plus grande difficulté qui apparaît. 3.4, la différence entre une traction classique et une traction type hypertrophie. Enfin, une traction type hypertrophie et une traction vraiment street lifting optimisée. Donc street lifting slash street workout. Faut vraiment venir différencier donc performance et optimisation du mouvement, optimisation du recrutement musculaire. En musculation, on a vraiment cette trajectoire, on cherche vraiment à avoir cette trajectoire verticale tout le long. Donc la logique en fait en traction musculation, c'est forcément le recrutement du grand dorsal et des autres muscles qui participent, mais principalement grand dorsal, grand rond, muscle postérieur de l'épaule, mais en priorité grand dorsal. Donc on va devoir ouvrir la cage thoracique, euh, essayer de chercher à amener la barre à la poitrine, voire même aux hanches dans l'intention. Hein, je parle bien dans l'intention, mais grosso modo à la poitrine. Donc rester en ouverture thoracique tout le long, avec une trajectoire vraiment, vraiment verticale. Les avant-bras, vous voyez, verticaux, avant-bras vertical par rapport au sol, parallèle au sol, coude orienté vers le bas, du contrôle, parce que forcément on est en hypertrophie, donc du contrôle. Alors, ça veut pas dire qu'en hypertrophie, il faut faire du tempo non plus, mais un peu plus de contrôle, on cherche pas la vitesse maximale. Et une amplitude partielle lorsqu'on va venir en bas en extension. En fait, on va être comme ça, quoi. Donc, enfin, c'est pas ça, hein, mais en gros, on va pas venir tendre à fond les bras. On va garder une légère marge pour pas venir, en fait, justement, trop étirer le biceps et garder vraiment de la tension. Alors, ça dépend des stratégies, mais
souvent, c'est ce qui est utilisé en fait pour garder une tension continue et du coup venir bien recruter le grand dorsal. Alors qu'en SL slash street workout, on va vraiment venir chercher une trajectoire en arc de cercle. Donc là, vous voyez, je pars pas verticalement, je pars vraiment en arc de cercle. Donc ça sera plus détaillé dans la partie technique, hein, avec du coup 2 phases de tirage et pas une là ici comme en musculation, mais vraiment 2 phases de tirage distinctes. La cage thoracique ouverte au début, mais sur la fin plutôt neutre, voire fermée. Neutre, voire en légère flexion sur la fin de rep. Les avant-bras d'abord verticaux, puis qui vont légèrement en arrière, avec les coudes aussi orientés du coup en arrière, vers le bas et en arrière. Alors pas trop non plus, mais grosso modo, plus en arrière que ici en traction muscu. Heu, une intention de vitesse, ça c'est la grosse différence, hein, forcément. Dès que moi je prends des personnes en coaching qui viennent de la muscu, c'est vraiment la grosse différence, c'est le manque d'intention de vitesse. En fait, quand on est dans la muscu, on connaît pas cette intention. On ne sait pas qu'il faut mettre cette intention et du coup, c'est vraiment la grosse différence, sur les tractions du coup, street et muscu. Une intention de vitesse plus et en 2 temps. On en reviendra après dans la partie technique, optimisation de la technique et une amplitude maximale parce que forcément, c'est dans les standards, enfin, c'est dans les règles de compétition. Et même si on fait pas de compétition, quand on fait des tractions et qu'on connaît un peu le street et tout, on a quand même envie de pouvoir se comparer et d'avoir une forme plutôt belle et plutôt correcte et du coup qui est semblable à des gens qui font des compètes. Donc amplitude maximale sur l'extension de l'avant-bras, donc l'extension du coude. Ensuite, qu'est-ce qu'une traction justement valide en compétition? Donc très rapidement, là j'ai juste repris les règles final rep qui est actuellement ce qui domine, enfin ce qui régit en fait les compétitions de streetlifting parce que ça fait les championnats du monde, les championnats d'Europe et du coup les qualifications sont basées sur les règles de final rep. Donc on part bras complètement tendus, verrouillage des coudes à 180 degrés. S'il y a une limitation articulaire, il faut le déclarer et tout et c'est vu avec les juges et la personne parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas vraiment à tendre à fond. C'est rare mais ça peut arriver. Les jambes tendues, les scapulas en position neutre. Donc, c'est en gros venir ici déverrouiller les scapulas, vraiment relâcher à fond et pas être engagé en fait dès le départ. Faut faire très gaffe à ça parce que des fois on s'en rend même pas compte et en fait on peut s'habituer à avoir les scapulas qui sont assez engagés sans trop le savoir si on l'a jamais dit et en fait on arrive en compète, on se prend un no rep. Donc, moi ça m'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé à un coaché, mais c'est déjà arrivé à des gens que j'ai, enfin, c'est déjà arrivé en compétition, donc attention à ça. Et ouais, donc neutre, enfin du coup en neutre ou en légère dépression, donc pas engagé. Et après, quand il y a le go et qu'on peut partir et faire sa traction, il faut pas faire de rebond. Donc pareil, il faut pas faire de petits rebonds scapulaires, de hop, je cherche l'étirement et je le tire. Faut vraiment tirer d'un coup sans le rebond. Pas d'oscillation ou coup de jambe, hanche avant l'ordre de départ. Alors ça, c'est un truc qui est pas souvent respecté en compète. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont un balancement et qui ont justement une oscillation, mais bref. Heu, donc pas de keeping en fait. Enfin du coup pas de flexion de hanche avant le départ. Ça c'est un peu flou parce que enfin j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes qui le font, c'est pour ça que je suis un peu hésitant dessus. Heu, bref, pas de donc sur le tirage en lui-même, pas de keeping ou kicking. Donc la différence c'est keeping c'est flexion de hanche, jambes tendues mais flexion de hanche, donc lever les jambes et kicking c'est flexion de genou accompagnée du keep. Donc en fait, c'est venir, plier les genoux sur la traction. Donc faut pas qu'il y ait de ça et ni de rebond scapulaire. Pas de redescente, c'est-à-dire qu'on peut grinder autant qu'on veut. La traction peut durer 20 secondes si on est capable de grinder 20 secondes. Mais il ne doit pas y avoir même une seconde où on redescend et on remonte. Donc on doit vraiment continuer de tirer, continuer de monter. Donc c'est là, c'est marqué. Ouais, donc c'est ça. C'est la vitesse peut varier. Donc on peut grinder. Mais la trajectoire, la direction doit toujours être ascendante. On doit toujours monter. Pas d'arrêt et ni de descente. Et en position finale, menton visible au-dessus de la barre. Donc ici, on a le schéma, on voit bien ce qui est nos reps. Donc là, on est à la hauteur de la barre, mais on n'est pas, on ne peut pas bien voir que c'est au-dessus de la barre, donc c'est nos reps. Là, c'est rep, mais c'est limite, il me semble. Là, c'est bien rep, et là, c'est bien rep. Donc l'idéal, c'est la quatrième photo, hein. Forcément, c'est vraiment de venir chercher, avoir le menton ici, là, euh, au-dessus de la barre, comme ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et en plus, vous optimisez parce que
c'est là où vous avez le moins d'amplitude. Là, il y a plus d'amplitude, donc plus de force. Là aussi, d'un côté. Enfin, non, là, quoique là, c'est pareil. Et là, il y a trop de doutes et du coup, c'est no rep. Ensuite, l'ordre à respecter. Donc, l'athlète doit attendre le signal. Donc, en fait, quand vous vous placez, vous devez. Alors, je rappelle, tiens, je tiens à dire peut-être que là, vous allez vouloir skip ou quoi. C'est hyper important parce que c'est encore très, très fréquent de voir des no-reps en compétition pour les ordres, pour les règles. Alors que c'est un truc enfin, on voit pas ça dans d'autres sports, quoi. Enfin, si, on voit dans d'autres sports. On enfreint les règles, mais là, c'est abusé parce que c'est vraiment la base du truc. C'est être au standard, tu t'entraînes au standard, c'est bon, c'est fait, quoi. C'est pas si dur que ça. Juste, tu lis les règles, t'appliques les règles à l'entraînement et c'est pas dur. Donc, c'est encore abusé de voir vraiment plein de no reps comme ça, avec des très bons athlètes en compétition, à cause des ordres et des règles. Donc, l'athlète doit attendre le signal de départ du juge. Quand on est en place, le juge va dire start ou go. Et en fait, là, on peut tirer. Tant qu'il n'a pas dit, on peut pas tirer. S'il dit, mais qu'on tire en même temps, c'est no rep aussi. Donc, on doit attendre. On redescend après avoir validé du coup le mouvement, après avoir été comme ça monté au-dessus de la barre. Là aussi, il faut attendre un deuxième ordre hein, pour remonter sur la box. Il faut attendre juste le mot box. Voilà, donc ne pas initier le tirage avant l'ordre. Écouter tous les ordres, début, fin et remise. Là, je vous ai mis donc ce qui valide ou pas, l'attraction. Donc l'infraction, en fait, là, montant sur la barre, bras fléchis au départ, keeping, kicking, redescente partielle, rebond scapulaire et non-respect des ordres. Ensuite, choisir sa traction et son grip. Donc là, on va parler de morpho-anatomie et prédisposition. On va aller rapidement parce que j'en ai déjà fait une vidéo complètement à ce sujet-là. Donc on va passer un peu rapidement. Ça permet quoi? Ça permet d'adapter la technique, le style et la prise, large serré, en fonction de vos prédispositions. Donc selon si vous avez des longs bras, un long buste, tout ça. L'objectif, du coup, c'est maximiser vraiment votre potentiel sur le mouvement en minimisant les contraintes techniques et le risque de blessure, tout simplement. La morphologie osseuse, ce qui va déterminer l'efficacité mécanique du mouvement. Un buste long, donc théoriquement. Alors là, c'est souvent de la théorie parce que. Enfin, c'est de la théorie. Parce que des fois, il y a des gens qui font forcément être des exceptions. Donc, en général, un buste long va théoriquement permet d'avoir plus de surface d'insertion. Parce que forcément, votre buste est plus long. Donc, en théorie, vous avez plus de surface d'insertion pour le grand dorsal. Donc, plus de force. Scapula large, c'est la même chose, mais avec le grand rond. Donc, scapula large, plus de surface d'insertion pour le grand rond, qui grosso modo fait à peu près, s'insère à peu près ici. Et donc, plus de force, surtout sur la phase 3 de la traction, quand il y a cette fameuse transition musculaire. Clavicule courte, on a une meilleure stabilisation naturelle des scapulas. Donc là, je vous donne ce qui est la morphologie osseuse avantageuse. Hein. Vous l'aurez compris. Du coup, forcément, l'inverse est moins avantageux généralement. Et vous pouvez avoir quelque chose d'avantageux comme les clavicules et pas le buste. C'est possible. C'est pas tout ou rien. Clavicule courte, meilleure stabilisation. En fait, plus de stabilité naturellement. Et donc plus d'économie d'énergie et potentiellement plus de force aussi, parce que quand on est stable, on est plus fort. Et des avant-bras courts, là c'est simple, c'est juste moins de distance, moins d'amplitude, donc logiquement la traction est plus facile. Mais attention, ça fait pas tout. On va le voir après, mais il y a plein d'exemples. Je pense là, il y a Moïse qui me vient en tête, il a des avant-bras très longs, enfin longs en tout cas, et il a une grosse chin-up, une grosse traction. Pourquoi? Parce que l'entraînement reste quand même la base. L'entraînement reste 70, 80, 90% de vos perfs. Donc, il suffit que vous entraînez bien, avec un bon plan, avec la bonne nutrition, etc., etc. Je dis pas que Moïse fait tout parfaitement, mais en gros, juste s'entraîne bien, il a été coaché, tout ça. Et en fait, ça va réguler ça. Surtout que Moïse, il a de mémoire un buste plutôt long, j'ai l'impression. Donc, il a peut-être plus d'insertion du grand dorsal. Et ça bousille l'amplitude. Alors, vous pouvez avoir un peu plus d'amplitude à faire. Si vous avez juste 5 cm en plus de grand dorsal que quelqu'un d'autre, vous avez plus de force. Donc, enfin, tout dépend de la distance des bras, enfin de la longueur des bras, mais vous comprenez le truc. Donc, c'est pas que un truc qui fait que j'ai des avant-bras courts, je vais être nul. Non, et il faut pas prendre un exemple. Prenez pas un exemple en me disant ouais, mais lui il a des avant-bras courts, il est fort. Parce que du coup, je viens de vous expliquer que ça va dépendre aussi d'autres choses.
Ensuite, l'anatomie musculaire, donc là, c'est pareil, c'est juste que du coup, grand dorsal long, logiquement, plus de force de contraction, car c'est le muscle moteur principal. Grand rond long, c'est pareil, heu, plus gros potentiel, comme je vous ai dit. Trapèze court, en fait, trapèze court, c'est un peu spécial. Quand on a les trapèzes courts, en théorie, on a les scapulas qui sont insérées plus hautes, parce que forcément, hein, si le trapèze est plus long, la scapula va être insérée plus basse, parce que la scapula, enfin le trapèze est inséré sur la scapula. Et du coup, on a une meilleure fixation naturelle, meilleure stabilité naturelle. C'est en théorie. Un biceps long, on a en théorie plus de force, parce que c'est le même principe que le grand dorsal. Le muscle est plus gros, donc potentiellement plus de force. Par contre, on a aussi plus de vitesse, un plus gros potentiel de vitesse avec un biceps court. Donc pareil là, c'est kiff-kiff. Parce que la vitesse, c'est très important pour la force. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais en grosso modo, la force et la masse fois l'accélération. Donc, masse fois accélération dit grosse importance de la vitesse. Et les trapèzes courts, ça j'ai déjà mis. Ok. La longueur musculaire favorise la contraction efficace et la capacité du retournement moteur. Court et long, ouais. Donc, court et long, en fait, c'est relatif selon la morphologie globale de l'athlète. Donc, je peux très bien avoir un bras plus long que quelqu'un qui est plus grand que moi. Alors, attendez, il faut que je trouve un exemple. Je peux très bien avoir un avant-bras plus grand qu'un mec plus grand que moi en taille. Mais en fait, si par rapport à si lui, son avant-bras par rapport au reste de son corps est globalement petit, il va avoir le bénéfice. Non. Moi, je pense que vous avez compris. En gros, c'est relatif par rapport à tout votre corps. C'est pas est-ce que c'est long par rapport à quelqu'un d'autre. C'est vraiment par rapport à votre corps. Donc, vous pouvez avoir, enfin, c'est plutôt l'inverse du coup. Si quelqu'un de très grand, moi je fais 1m75, enfin 1m74, si quelqu'un qui fait 1m95 a un avant-bras plus long que moi, il faut pas se dire direct, ah, il a plus de distance. Parce que peut-être que par rapport au reste de son corps, par rapport à la largeur de ses scapulas, la largeur de son buste, en fait, ses avant-bras sont courts, ou en tout cas pas si longs que ça, relativement à son corps. Alors que, comparé à moi, ils sont très grands. Voilà, c'est ça que là, je pense que vous avez mieux compris. Ensuite, quelles sont les limites de ça? Donc, comme je vous l'ai dit, ça suffit pas. Il y a autre chose aussi qui rentre en compte dans l'entraînement. Donc, c'est pas que la morpho. L'ajout de charge, donc selon la charge aussi, la technique va changer. Donc, la biomécanique du mouvement va changer. Et votre morpho va peut-être pas être aussi révélatrice de vos forces et faiblesses. Et il faut vraiment tester, surtout tester, tester. Donc ça, en fait, ça, c'est quoi? C'est des bases pour permettre de... Là, vous partez, vous voulez tester un truc fiable, vous analysez ça par rapport à votre corps, mais il va falloir donc, vous tester. Si vous êtes bien comme ça, vous changez pas, ou peut-être qu'un peu. Mais sinon, il faut vraiment juste tester. Peut-être que en fonction de votre prise, vous allez voir là, vous allez devoir prendre une prise serrée. Enfin, en fonction de votre morpho, vous allez devoir prendre une prise serrée. Euh, mais en fait, vous avez une prise large depuis que vous avez commencé, vous êtes à l'aise comme ça, vous êtes fort comme ça. Bah, ne prenez pas de prise serrée. Enfin, c'est complètement débile si en prise serrée, vous vous sentez moins à l'aise. Alors après, pareil, faut pas juste se dire, ok, je me sens moins à l'aise, donc je fais pas. Des fois, ça prend un peu du temps. Mais voilà, ça va peut-être pas être de prendre une prise serrée, mais peut-être de resserrer un peu plus. Donc vraiment, c'est un tout. L'entraînement, c'est un tout. C'est pas que la morpho, c'est pas que la technique, c'est pas que l'habitude, c'est tout. C'est tout mélangé. On teste, on prend des notes et on valide en fait, on valide ce qui marche. Ensuite, le choix de la prise. Donc, une prise serrée va favoriser le recrutement des trapèzes et des biceps, avec du coup pour profil idéal ceux qui ont les clavicules courtes, les avant-bras courts, trapèze dominant et un dos épais mais pas très large. Donc en gros, c'est souvent justement quand on a les trapèzes dominants, quand on a donc ça c'est un peu mon cas. On a en fait un dos épais parce que ça fait volumineux parce que c'est du coup les trapèzes qui ressortent, mais il est pas très large parce que du coup les grands dorsales sont pas si développés que ça. Donc ça c'est un peu mon cas. Et du coup on retrouve ce style chez les athlètes compacts avec une bonne stabilité scapulaire. Et prise large. Voilà, c'est pas si large que ça en plus, mais grosso modo prise large, vous voyez ce que c'est. D'ailleurs, je peux rajouter, mais ça, grosso modo, prise serrée, c'est 1, allez, 1,2-3 fois largeur épaule. Un peu plus quand même. 1,2 à 4. Et prise large, c'est 1,5 et plus. Donc, prise large, on va
un peu mieux recruter les grands dorsaux et les grands ronds. Et le profil idéal, c'est genre buste long, du coup, grande scapula, grand dorsal très développé, donc un dos qui est pas forcément épais, parce qu'on n'a pas forcément des trapèzes très développés, mais qui est du coup très large. Là, je pense vraiment à Hugo Scolan. Vraiment un dos large, en fait, donc vraiment le grand dorsal. Parce que c'est souvent ici, c'est très haut hein, qui ressort le grand dorsal. Donc un dos vraiment large. Euh, et du coup, c'est souvent observé voilà, chez des athlètes au dos en V, visuellement large, mais moins épais, moins dense euh, de profil en fait. Ensuite, différence entre traction, donc pull-up, en prise pronation du coup, et chin-up en prise supination. Donc, grosso modo, en traction, on passe d'une position d'abduction à une adduction. Donc, on est ici, les bras levés, et on va venir faire une adduction. Principalement, le mouvement principal, c'est adduction, couplé, comme je vous ai dit, avec la flexion du coude et l'extension de l'épaule. On a du coup l'extension de l'épaule en fin de mouvement et on a moins de flexion de l'avant-bras, donc biceps un peu moins sollicité. C'est vraiment principalement l'adduction. Alors qu'en chin-up, on a une position de départ qui permet du coup au grand dorsal de un peu plus s'allonger. Donc un peu plus d'amplitude du grand dorsal. On passe de la flexion, on passe principalement, donc il y a une adduction d'épaule, mais elle est vraiment très légère, elle est beaucoup plus légère qu'en traction, enfin qu'en pronation du coup. C'est principalement le mouvement, la chin-up, c'est principalement flexion du coude, flexion de l'avant-bras et extension de l'épaule. C'est vraiment une grosse extension d'épaule. Donc c'est quoi la conséquence? C'est que biceps plus engagé, plus allongé, et du coup peut produire plus de force. Et mouvements donc sont moins... les mouvements car sont... ah oui, en gros, de cette position du biceps, il peut produire plus de force et de mouvement, car il est moins il a moins un rôle de stabilisation qu'en traction. Et donc, on sollicite un peu plus les biceps que les dorsaux, même si en vrai, c'est très minime, hein, c'est pas non plus beaucoup plus. On sollicite bien les dorsaux en chin-up aussi. Mais la position la position en fait des coudes comme ça, le fait d'avoir les mains en supination, ça permet d'avoir plus de stabilité au niveau des épaules. Parce que du coup, justement, on a moins d'adduction. Donc on a des épaules qui suivent pratiquement qu'un plan, qui vont faire pratiquement qu'un mouvement, alors que là, elles font deux mouvements, donc deux plans. Donc elles font un mouvement dans le plan frontal et sagittal de profil. Alors que là, c'est principalement dans le plan sagittal, enfin, dans le plan frontal du coup, mais sagittal en gros de faire l'extension. Donc d'amener l'épaule en arrière, encore une fois, le bras en arrière. Donc de ça, ça nous donne une meilleure stabilité des épaules et donc sur le mouvement, donc plus de force. Et c'est pour ça que déjà la plupart des gens sont meilleurs en chin-up, même sans faire, même en faisant que les tractions. Bon, après, les tractions, enfin l'avantage des chin-up, je l'ai mis là, je crois. Ouais, j'ai mis là, c'est que faire des chin-up va nous faire progresser en traction, mais pas énormément. En tout cas, faire des tractions pronation va plus nous faire progresser en chin-up que l'inverse. Même si l'inverse est vrai, hein. Forcément, si on a une chin-up à 100 kg et qu'on n'a jamais fait traction, on aura une traction assez haute, aux alentours de 85, 90, voire même 95 kg. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que la plupart des gens sont plus forts en chin-up, c'est parce qu'il y a plus de stabilité. En fait, il y a plus de force générée par les biceps avec la même force générée par le grand dorsal. Donc c'est un peu logique d'être meilleur en chin-up, à moins d'avoir vraiment. En fait, les gens qui sont moins forts en chin-up, c'est que ils sont déjà très stables en traction, ils sont peut-être plus rapides en traction, avec vraiment un gros point fort grand dorsal, et ils n'ont pas vraiment un biceps très développé ou très fort, et du coup, ils bénéficient pas de l'avantage ici des chin-up. Et cette particularité de la meilleure stabilité et tout, c'est aussi pour ça, enfin, ça donne aussi le fait que la plupart des gens qui sont en traction pas trop, enfin rapide, et qui ne peuvent pas poser la rep, ou ils peuvent pas poser leur ARM ou proche de leur ARM, vont pouvoir le faire en chin-up. C'est parce que du coup, on a une meilleure stabilité des épaules, comme je vous l'ai dit. Et donc c'est pour ça que ouais, la plupart des gens peuvent poser des chin-up, alors qu'en traction, ils en sont incapables. Donc comment choisir? Simplement, déjà, tester, comme je vous ai dit, si voilà, vous avez fait traction depuis 5 ans et que bah, vous progressez pas trop, vous voulez un peu changer, bah, ça peut être une solution, surtout pour aller chercher des perfs en compète. Euh, Principalement la préférence. Qu'est-ce que vous préférez tout simplement? Si vous préférez les chin-up, faites des chin-up. Si c'est l'inverse, faites des tractions. Moi, je pense être plus fort en chin-up,
mais je préfère juste le mouvement des tractions. C'est pas une question d'ego ou quoi, mais juste je préfère faire des tractions. J'ai un peu moins de gêne, je me sens mieux sur le mouvement. Je kiffe ce mouvement. Donc, je choisis les tractions, les pronations. Ensuite, donc, comme j'ai dit, l'aisance, est-ce que vous avez des douleurs, etc. En traction, vous allez progresser en chin-up. L'inverse est vrai, mais un peu moins. Donc, ça peut être aussi un critère pour choisir. Et après, bah, selon votre morpho et vos poids forts. Partie optimisation, je vous laisse avec la petite vidéo que j'ai tournée à part. Et on se retrouve du coup dans la vidéo et après, pour la suite, dans le renforcement. Ok, on est parti pour la partie optimisation technique. Donc, comment déjà on va optimiser la technique? Ça va être plusieurs choses. Donc, déjà, ça va être de réduire l'amplitude dans les limites forcément des règles de compétition et selon la largeur de prise. Mais voilà, l'optimisation technique principale, c'est de réduire l'amplitude. Vous allez voir comment. D'améliorer la stabilité, l'équilibre. Pour le troisième point qui est aussi améliorer la génération de la force. Donc vraiment, ça va ensemble, hein, d'améliorer la stabilité, l'équilibre. On va générer plus de force et d'avoir une technique sécuritaire et durable dans le temps, une technique qu'on peut vraiment reproduire, qui est pas dangereuse et qui va nous permettre d'accumuler beaucoup de volume sur le mouvement. Donc, si on réunit ces 4 points, on a une technique optimale et on optimise vraiment le fait d'aller chercher une grosse performance, tout en gardant la santé, en fait, tout en sans prendre trop de risques. Donc, déjà, on va commencer par qu'est-ce qui est une bonne traction? Alors, j'ai pas envie de dire la traction parfaite parce que selon les profils, selon la morphologie, on va avoir différentes tractions. Mais dans les bases, je vais vous montrer 2 tractions, donc la mienne et celle d'Ashura. Et pour voir un peu, voilà, qu'est-ce qui est une traction plus ou moins correcte, plus ou moins optimisée par rapport à tout ce que je vais vous donner à faire en termes de cheat code. Donc, je vais pas tout vous dire là pour l'instant. Je vais vous expliquer après, mais voilà, pour vous montrer juste un peu l'exemple. Donc là, on a une traction assez optimisée, donc je vais aller chercher un bon engagement du dos, un déséquilibre. Mon poids va monter verticalement. Donc un déséquilibre ici au niveau du coup de l'abaissement scapulaire. Je vais légèrement chercher en arrière. Donc là, je suis limite un peu trop cambré, mais vous allez voir que c'est pas forcément mauvais tant que les jambes ne suivent pas. Et là, c'est le cas. Et après, je vais venir entamer la deuxième phase et fermer sans trop ouvrir les coudes vers l'extérieur. Et comme je te dis, en gardant tout le temps le poids qui monte d'une manière verticale. Avec du coup le poids bien serré entre mes jambes, pas trop bas, pas trop haut. Donc bref, on va voir un peu du coup qu'est-ce que ça donne. Déjà, et celle d'Ashpara aussi du coup, vous voyez ça ressemble fortement. Donc il va vraiment chercher en arrière. On va voir après, hein, dans les détails, je vais vous expliquer, mais voilà, il va vraiment chercher en arrière. Regardez la barre. Et là, il a vraiment une deuxième phase où il rajoute, il remet de la vitesse, il va finir. Et vous allez voir que très vite, ah non, là, il pose, mais vous allez voir qu'il revient dans sa trajectoire de tirage. Vous voyez? Si on regarde bien, vraiment, il revient dans sa trajectoire de tirage. Donc ça, c'est un cheat code que je vous expliquerai après. Premier truc, premier point, donc pour réduire l'amplitude, réduire la distance et générer plus de force, ça va être le semi-false grip. Donc là, vous voyez très bien avec le schéma que, avec un grip classique, on a une plus grande distance à parcourir, parce que là, on voit bien si la ligne blanche est la barre. Du coup, enfin, je peux tenir la barre moins haut. Enfin, il y a moins de distance, du coup, là, sur la deuxième photo, avec le semi-fall grip. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir le poignet cassé. Alors, faut pas être en vrai fall grip, c'est-à-dire, là, si la barre, c'est ça, je vais avoir le poignet au-dessus de la barre. Là, c'est no rep, c'est interdit, c'est pas autorisé. Mais, en semi-fall grip, du coup, le poignet au niveau de la barre, ça, c'est autorisé. Maximum, en fait, le poignet doit être au niveau de la barre. Mais généralement, ça va être comme ça, parce que c'est assez dur d'avoir vraiment le poignet pile au niveau de la barre. Il faut vraiment une grosse mobilité. Et beaucoup de force. Donc, éléments nécessaires pour un bon semi-false grip, une barre avec un bon grip. Donc vraiment, il faut que la barre soit bien. Avec un bon diamètre aussi, il faut pas que ça soit par exemple une barre de dips, ça va être beaucoup plus compliqué. Des mains sèches et de la magnésie pour une meilleure adhérence. Donc forcément, magnésie plutôt liquide, je vous conseille, ce sera mieux. Même en termes de propreté, ce sera moins salissant. Ensuite, une bonne force et flexibilité en flexion de poignet. Comme je l'ai dit, donc une bonne souplesse, une bonne mobilité souplesse du poignet et une force de grip suffisante. Donc, il va falloir renforcer son grip. On va le voir de toute façon dans l'exercice accessoire. Et enfin, du coup, un support stable pour partir suffisamment haut pour pouvoir saisir la barre. En fait, je vais vous montrer comment après, mais oui, sur le setup, important d'avoir un support haut, de pas attraper la barre en sautant. En plus, avec du poids, franchement, c'est pas du tout optimal. Et de toute façon, en compétition, vous allez
à partir d'une box, donc faut s'y habituer. Hem, Après voilà, ça convient pas à tout le monde. S'il y a une prise serrée, faut pas non plus que ça handicape trop. Ça peut être handicapant. S'il y a les petites mains aussi, ça peut être handicapant. Donc voilà, faut faut bien s'adapter par rapport à ce avec quoi on est à l'aise. Certains vont être à l'aise aussi avec le pouce au-dessus. Donc là, c'est plus compliqué d'avoir un semi-cold grip, mais voilà, si vous êtes à l'aise comme ça, il y a pas de souci. Ensuite, pour le setup. Donc le setup, c'est un point très important qui est souvent négligé. Donc en fait, vous allez prendre une box qui vous permet d'avoir, la tête en fait à peu près, donc vous voyez un peu la distance, hein. Vous pouvez même avoir limite la tête au niveau de la barre, enfin le haut de la tête au niveau de la barre. Là, moi, je suis un peu bas, mais ça le fait largement. Je peux quand même faire un vrai, mais je suis un peu bas, tu vois? Pour avoir le haut de ma tête à peu près ici, on va dire. Donc une box qui vous permet d'être assez haut par rapport à la barre pour pouvoir, comme je le dis, bien prendre votre grip, et bien vous placer. Donc après la ceinture, donc ça normalement vous connaissez si vous êtes là, la ceinture, 3 mousquetons pour avoir en fait un mousqueton qui raccroche et un mousqueton par côté pour la corde. Après vous ajustez la corde, voilà, vous voyez que le poids là, il veut pas descendre sous mes pieds et pas non plus trop au-dessus. Donc voilà comment vous ajustez en fait. Hem, Puis en fait voilà, vous prenez la barre, enfin vous montez sur la box du coup avec le poids, vous prenez bien la barre, prenez bien votre grip. Ensuite vous allez venir libérer les poids, donc là vous prenez la barre. Ensuite, vous allez venir libérer les poids, en fait, dans le vide, donc lâcher une jambe dans le vide avec le poids, comme ceci. Vous voyez, donc là, j'ai encore une jambe en contact, j'ai une jambe dans le vide avec le poids. Je stabilise bien, donc là, j'essaie vraiment d'avoir aucun balancement. Vous voyez que là, mon grip est même limite encore trop faible, parce que j'ai le poignet clairement sous la barre. C'est parce que j'étais un peu bas. Donc, pour le coup, comme je l'ai dit, soyez un peu plus haut que ça. Donc là, j'ai une jambe dans le vide, une jambe sur le truc. Je lâche la jambe gauche, tout le temps, je sens que je suis bien stable, que j'ai vraiment zéro balancement. OK? Ensuite, je lâche et voilà, là, je sens que j'ai pas de balancement, je peux tirer tranquillement. Donc, bien important, le regard. Je regarde d'abord la barre avant de tirer et puis j'effectue ma traction. Donc ça, c'est pour vraiment le setup. Le regard, justement, donc on va pas faire l'erreur. Donc c'est très important, en fait, de vraiment fixer la barre dès le départ, comme j'ai dit. Moi, je vous conseille même de regarder, en fait, dès que quand vous vous placez, que vous lâchez la jambe, de déjà regarder la barre. Ça, c'est un petit plus, mais au moins, vous êtes sûr de, voilà, déjà regarder la barre, vous êtes sûr de pas oublier. Donc regardez la barre, ça va permettre d'ouvrir légèrement votre cage thoracique, ce qui est important, hein. Vous allez voir après pourquoi. Et du coup, de mieux effectuer la traction, de mieux contrôler la trajectoire, que ça soit du coup pour contrôler la vitesse, pour savoir où on en est, pour contrôler la trajectoire de la traction, avoir une bonne trajectoire, et donc mieux engager nos muscles, mieux engager le dos, générer plus de force. Donc très important de tirer comme ça, vraiment en regardant la barre, et sur le haut, de regarder, voilà, quand vous êtes, quand, voilà, quand vous êtes à peu près ici, à la moitié de l'arrêt, là, vous allez lever la tête et regarder en haut pour vraiment optimiser, chercher à passer le montant. Donc ensuite, l'erreur, voilà, à faire, c'est vraiment tirer comme ça en regardant le sol ou devant soi. Vous allez vraiment pas pouvoir contrôler efficacement la trajectoire et vous allez avoir tendance à plus vous fermer du coup, en fermeture thoracique, flexion thoracique. Et ça, c'est moins bon pour l'engagement du dos, pour générer de la force. Donc, je vous conseille vraiment de regarder avant. Ensuite, on a le timing de tirage. Alors, normalement, vous, comme je l'ai expliqué, vous devez partir stable. Normalement, vous devez partir, voilà, comme ça. Sauf que des fois, heu, il se peut que vous ayez un léger balancement comme ça et que du coup, il y ait besoin de faire gaffe au timing. Parce que si vous avez même un tout petit balancement, eh bien, vous allez avoir un timing à gérer parce que si vous partez au mauvais moment, c'est-à-dire du coup, là, c'est le bon moment. Donc c'est le moment où vous revenez comme ça par rapport au balancement, donc c'est le moment où vous revenez en arrière, c'est là où il faut tirer. Mais si vous partez au moment où vous allez en avant, même avec un léger balancement, avec du poids additionnel, ça va vraiment fausser votre mouvement parce que vos jambes vont avancer et vous allez être déséquilibré. Et donc, si vous n'avez pas assez de vitesse pour arriver à finir l'arrêt avant que vos jambes avancent trop et vous déséquilibrent trop, eh bien, vous allez avoir plus de mal à finir l'arrêt tout simplement. C'est comme si en fait quelqu'un vous tirait un peu, littéralement. C'est vraiment comme si quelqu'un vous tirait un peu vers l'avant et du coup, vous faites une force, inverse. Donc, il faut vraiment faire gaffe au timing
Et donc ça peut arriver sur le balancement. Normalement, c'est pas censé être le cas, mais ça peut arriver d'avoir un petit balancement, sur le départ, je veux dire, donc sur le départ, d'avoir un petit balancement. Et ça arrive aussi quand on enchaîne les reps en dead stop. Donc là, c'est presque inévitable. Si vous faites du dead stop, au bout d'un moment, si vous faites une plus longue pause, vous allez avoir un léger balancement. Donc là, il faut vraiment comprendre quand on tire. Alors, ça peut paraître des trucs bêtes, mais même des athlètes, des fois assez expérimentés avec, une grosse traction, moi j'en ai parmi mes coachés, qui font encore des fois l'erreur par inattention et ou des fois par manque de consignes, à ce niveau-là, par manque de connaissances. Donc, vraiment faire gaffe à ça. Là, on voit bien que je suis parti au mauvais moment, vous allez voir. Donc en fait, je vais partir au moment où mon corps est en train d'aller vers l'avant. Et donc vous allez voir, dans mes rythmes, forcément, comme mon corps est en train d'aller vers l'avant, c'est logique, mes jambes vont encore vers l'avant. Vous voyez que là, je suis incliné. Et comme je vous l'ai dit, si vous faites ça avec de la charge additionnelle, vous êtes mort parce que bah, ça va être beaucoup trop dur. Donc voilà, vraiment faire gaffe à ça, niveau du timing, et vous tirez à ce moment-là. Vous voyez que là, du coup, je suis plus équilibré, j'avais les jambes dans l'axe. Ensuite, on a le contrôle du guidage. Donc, l'erreur vraiment sur ça, ça va être d'être dans cette position-là, du coup. Alors, je vous ai dit qu'il fallait avoir une extension thoracique légère, hein, faut pas non plus abuser. Là, pour le coup, c'est abusé. Et il faut surtout pas avoir le bassin ici enfin, du coup, une extension, en fait, totale du corps, les jambes en arrière et le bassin en antéversion. Ça, c'est vraiment ce qu'on va chercher à éviter. On va vraiment chercher à avoir un alignement épaules, hanches, chevilles, donc une ligne droite comme ça. Donc là, l'erreur, c'est que faut comprendre que le grand dorsal, pardon, a des insertions, fascia, enfin, des insertions larges, donc prend origine, en fait, sur le fascia thoracolombaire. Donc c'est vraiment la colonne lombaire. Ça veut dire qu'il est capable d'hyper étendre, la colonne lombaire et donc de faire basculer le bassin ici en, enfin, le faire basculer le bassin en antéversion. C'est en antéversion s'il est instable. Donc pour maximiser vraiment les contractions du grand dorsal, pour qu'elles servent au maximum à tirer, en fait, à faire la traction et qu'on perde pas entre guillemets, le but c'est de ne pas perdre en contraction qui va servir à tirer, de ne pas les perdre dans la bascule du bassin ici. Pour maximiser ça, il faut du coup un alignement, il faut une rétroversion du bassin, donc serrer les fesses. Vous avez déjà sûrement entendu dire sur les tractions, on serre les abdos, on serre les fesses. C'est pour ça, en fait, c'est pour le bassin en rétroversion, donc avoir vraiment cet alignement, faire attention à ça. Et, et éviter du coup cette courbure lombaire, cette flexion lombaire. Ou non, extension lombaire, plutôt. Extension, extension lombaire. Donc, vraiment venir chercher, donc éviter cette erreur-là, parce qu'en plus, quand vous tirez, et en plus de ce que je vous ai dit par rapport aux contractions, quand vous tirez dans cette position-là, pareil que le timing du tirage, vous avez plus tendance à avoir les jambes qui, du coup, vont avancer parce que vous allez créer un élan des jambes. Vous allez avoir les jambes en arrière au départ et au tirant, vous allez avoir les jambes qui avancent, pendant votre tirage. Et pareil, même problème que tout à l'heure, du coup, avec du poids, ça va être hyper compliqué faut que j'arrête de faire ça. Hyper compliqué de tout simplement, tirer efficacement et générer un max de force parce que vous avez peur de force. Donc l'idée, c'est voilà, de venir vraiment. Alors là, j'ai fait avec du balancement, donc c'est pas très clair, mais vraiment, en fait, serrer les fesses, vraiment dans un premier temps, tendre les jambes et sentir qu'on a vraiment les jambes alignées, voire même, ce qui peut aider, c'est même d'avancer un peu les jambes, limite en holo, euh, parce que de toute façon, avec du poids, elles vont reculer. Donc, c'est vraiment chercher cet alignement, comme je dis, épaules, hanches, chevilles, ce qui va vous permettre d'être efficace sur votre tirage. Ensuite, on a la phase de tirage, la première phase de tirage, le décollage. Donc là, on va vraiment chercher dans cette phase à recruter au maximum le grand dorsal, qui est le muscle le plus gros, qui sert à faire une traction et qui du coup va nous permettre de générer plus de force. Donc l'erreur vraiment à ne pas faire, c'est d'être ici et de venir «tirer» entre guillemets, vous avez sûrement souvent entendu ça, pardon, surtout sur ma chaîne, sur mon contenu, de tirer avec les bras sans engager le dos. Donc en fait, c'est vraiment de tirer comme ça, très verticalement, hem, comme j'ai dit, hein, la traction muscu et la traction, strict optimisée, c'est pas du tout pareil.
on va pas chercher de la verticalité, en fait. Au contraire, on va chercher un déséquilibre, par une trajectoire en arc de cercle, un déséquilibre qui engendre de la vitesse. Parce qu'un déséquilibre engendrera toujours de la vitesse et du coup, on va chercher un déséquilibre qui va créer de la vitesse, entre autres avantages que je vais vous expliquer. Donc l'erreur vraiment, c'est de tirer comme ça enfin, verticalement avec les bras. Nous, ce qu'on va chercher à avoir, c'est une hyperextension, donc une extension de la colonne lombaire, comme je l'ai dit, un abaissement des épaules sur le départ. Et en fait, notre tout premier mouvement sur la traction, c'est une traction scapulaire. C'est vraiment le fait de venir abaisser les épaules. Vous allez voir, le tout premier mouvement sur la traction, c'est vraiment ça. C'est cette traction scapulaire. Ça, c'est la toute première chose. Quand vous tirez, ça doit vraiment être votre première intention. Et en fait, dans la continuité, après, vous allez fléchir les coudes. Vous voyez que sur ma traction scapulaire, c'est-à-dire un abaissement du scapula, une extension lombaire, je plie même pas les coudes. Je plie pratiquement pas les coudes. Donc c'est vraiment le tout premier mouvement. Et ensuite, je vais venir, du coup, donc après cette traction scapulaire, pardon, je vais venir pour faire tirer et aller chercher en arrière. Donc vous voyez vraiment, je vais vraiment chercher en arrière. Qu'est-ce que, enfin, pourquoi je vous dis d'être comme ça? Qu'est-ce que ça permet? Ça nous permet de favoriser plus le grand dorsal, comme je vous l'ai dit, d'avoir une trajectoire plus verticale du grand dorsal, donc de générer plus de force parce qu'on a une meilleure trajectoire de tirage. On est vraiment dans la trajectoire des fibres du grand dorsal, donc on génère plus de force. Dans l'alignement, un meilleur alignement du grand dorsal et même du grand rond et des muscles postérieurs des épaules. Donc, aligner vraiment, mieux aligner les muscles dans la direction du mouvement pour générer plus de force. En plus de ça, on a ce déséquilibre, comme je l'ai dit, ça fait un déséquilibre qui lui crée de la vitesse, parce que quand vous avez un déséquilibre, vous pouvez en profiter pour avoir de la vitesse. C'est le but, pour vous donner un exemple simple. Quand vous faites un sprint, le sprint, en fait, c'est un déséquilibre. Le départ au sprint, c'est un déséquilibre qui nous permet de créer de la vitesse. Le départ en starting block. C'est pour ça que c'est bizarre, c'est pour ça que ça fait peur et que c'est dur à comprendre, parce qu'en fait, on doit déséquilibrer notre corps pour créer de la vitesse. Donc, très important. Il y a plein d'exemples, enfin, dans tous les sports, dans tous les cas. Euh, un déséquilibre crée de la vitesse et on n'a pas une grosse vitesse sans déséquilibre, en fait. C'est obligatoire. Donc, là, on va vraiment éviter de juste tirer les épaules vers le bas, sinon ça va juste, enfin, de, on va au contraire chercher juste à tirer les épaules vers le bas sans rétraction. Donc la rétraction, ne faut pas comprendre rétraction scapulaire et abaissement, parce que la rétraction, ça va être le fait de resserrer les épaules ici. Et là, au contraire, on va rétrécir un peu le grand dorsal, et du coup nuire à son efficacité. Et on va activer les rhomboïdes, qui va en fait nous fatiguer et nuire à enfin, rendre moins efficace la traction. Limiter la dépression en fait. Donc si ici on active les rhomboïdes, en faisant une rétraction, on a plus de mal à faire la dépression. Enfin, je vous dis ça, je parle du départ. C'est si sur le départ, vous faites une rétraction ici, ça va être plus dur de faire une dépression. Donc, moins de dépression, vous allez moins activer le grand dorsal et avoir une moins bonne trajectoire. Donc, vraiment, c'est comprendre cette logique de, hop, je fais une dépression, alors, je fais une dépression, je vais chercher en arrière, euh, coude dans l'intérieur, coude vers l'intérieur, et ensuite, à la deuxième phase, on va voir après, mais du coup, je reviens vers l'avant. Donc, je fais vraiment une trajectoire en arrière de ça. Justement, l'erreur, c'est d'avoir en fait une rotation externe instable. Donc là, quand vous êtes ici, je vais plutôt prendre ce plan-là, c'est plus visible. L'erreur, en fait, ça va être de venir tirer et d'avoir les coudes qui partent trop vite vers l'intérieur, vers l'extérieur, pardon. Ça montre une rotation externe. Donc la rotation externe en traction, c'est du coup le fait d'avoir plus vous avez les coudes vers l'intérieur, plus vous êtes en rotation externe. Si vous le faites à vide déjà, si vous essayez d'avoir les coudes vraiment à l'intérieur, vous sentez que ça tirait normalement. Ou c'est moi qui ai vraiment une mobilité de merde, mais normalement vous sentez que ça tire un peu au niveau des rotateurs externes de l'arrière d'épaule. Et inversement, plus en traction vous avez les coudes qui partent vers l'extérieur, plus vous êtes du coup en rotation interne. Là, le fait de faire ça, je parle de rotation interne du bras, donc de l'épaule en fait. Le fait de faire ça, c'est une rotation interne. Et plus vous partez vers l'intérieur, enfin vers l'extérieur, plus vous êtes en rotation interne. Et ça, c'est vraiment à éviter parce que ça va déjà euh, provoquer enfin, une rotation interne excessive. Donc le fait d'avoir vraiment les coudes trop vite vers l'extérieur bah, va vraiment diminuer l'efficacité de tirage et augmenter le risque de blessure. Donc, il faut vraiment stabiliser le maximum possible, le plus longtemps possible, la rotation externe pour avoir un meilleur vecteur de force, pour avoir une protection articulaire et préserver de l'espace sous-acromial
qui est très vulnérable sous la charge. Et donc pour ça, si vous voyez que vous avez du mal, il faut faire de la mobilité. On va voir du coup dans le partie renfo quoi mettre en place, mais il faut vraiment faire de la mobilité, de la souplesse, de la mobilité et renforcer sa rotation externe tout simplement pour plus la maintenir en traction. Alors résultat qu'il faut garder les coudes tout le long à l'intérieur. Au contraire, sur la fin, on va venir ouvrir et justement ça va être sur la fin et pas dès le départ. Ensuite, on a du coup la phase de fermeture. Donc il faut vraiment comprendre que la traction, c'est 2 phases, comme je l'ai dit. Première phase, ici, et à peu près quand vos bras sont ici parallèles au sol, vous avez la deuxième phase, vous entamez la deuxième phase. Et donc c'est la phase de fermeture. Et donc, dans cette phase, il y a plusieurs manières de fermer la règle. Donc là, l'idée, c'est de devoir remettre une intention de vitesse pour venir fermer la règle le plus rapidement possible. Il y a plusieurs manières. Je vais vous montrer les 2 extrêmes. On a vraiment 2 extrêmes. Donc on a l'extrême 1, c'est de venir fermer, vous voyez, plus en flexion thoracique. Alors c'est un peu dur à faire, je l'ai mal fait sur la vidéo, mais c'est vraiment ce truc de venir en fait fermer ce qu'on appelle une fermeture horizontale. Donc je vais plus fermer de manière horizontale en flexion thoracique avec les coudes en arrière, comme si je faisais limite un face pull ou un tirage vertical, mais un tirage horizontal très haut. Donc avec les coudes en arrière. C'est vraiment mon conseiller parce que on a plusieurs rétractions des coudes, la tête vers l'avant, ça compromet la verticalité des bras. Donc là, vous voyez que vous avez les bras qui sont plus verticaux, enfin l'avant-bras plus vertical, mais les éléments du corps inclinés en arrière, donc 45°. C'est plus dur de grinder dans cette position, de terminer avec. Déjà que sur une traction, c'est assez dur. La plupart des gens vont avoir du mal à finir une rep. Là, c'est encore plus dur et du coup, on a une épaule qui est plus instable et qui est plus, à risque sous la charge. Donc le plus optimal, c'est vraiment de venir chercher à avoir une fermeture, semi-verticale. Là, l'autre extrême ici, c'est l'inverse, du coup, je vais me trompe encore, oui, c'est, la fermeture trop verticale. Donc là, on a vu la fermeture horizontale ici, horizontale avec du coup là, du coup, horizontale avec du coup les coudes dans l'arrière et là, c'est trop vertical, un peu comme une traction muscu, où on a vraiment les coudes carrément verticaux, enfin l'avant-bras carrément vertical, une hyper extension thoracique, enfin une extension thoracique, les pecs à la barre, le menton trop haut. Ça aussi, c'est ce qu'on cherche à éviter. C'est vraiment les 2 extrêmes en fait qu'on cherche à éviter. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est du coup, ici, hein, comme je l'ai fait ici, cette fermeture en fait un entre-deux. Vous devez chercher en fait cet entre-deux, entre fermeture horizontale et verticale. Donc là, c'est plus ou moins parfait parce que vous avez les avant-bras verticaux légèrement inclinés pour quand même générer un peu plus de force, pouvoir engager le trapèze inférieur et générer de la force sur la portion haute. Vous avez du coup les coudes qui sont pas trop en arrière, les épaules qui restent en abaissement et du coup plus de sécurité en fait au niveau des épaules, plus de stabilité et plus de force générée. Et en plus, on optimise plus le mouvement parce on va pas chercher une grosse amplitude avec les pecs à la barre, mais on va vraiment chercher à avoir le menton au-dessus de la barre. Ensuite, en chin-up, c'est un peu plus simple en vrai parce que nous permettent de, les chin-up en fait nous permettent de garder une ouverture thoracique. Donc c'est un peu le but, hein. On va pas chercher à se fermer vraiment en chin-up. On va garder un peu une ouverture thoracique. Après, ça va dépendre des profils aussi, mais généralement, ça va être comme ça. Et en fait, en chin-up, l'idée, c'est juste de venir garder les coudes à l'intérieur et de venir un peu les ouvrir et les amener en arrière sur la fin du mouvement. Donc, comme ceci, là, vous voyez que je les ouvre un peu, je les amène en arrière pour vraiment venir bien engager le dos, bien faire le mouvement, avoir une bonne stabilité, générer de la force. Donc, un peu moins compliqué, un peu moins technique sur les chin-up. C'est vraiment juste, voilà, on a les coudes sur la fin qui partent en arrière. Euh, et sur le côté, en fait. Là, vous voyez les coudes vers l'intérieur et là, très vite, sur la deuxième phase, sur les côtés et en arrière. Donc voilà, on reste en légère ouverture thoracique, on garde les épaules abaissées et peu de mouvement horizontal. Il y a peu de mouvement horizontal, en fait, qui est requis. On voit bien en chin-up ici. Donc en chin-up, c'est vraiment principalement vertical. Il y a peu de mouvement horizontal comme sur la traction. Voilà, l'erreur typique vraiment à éviter, hein, comme je dis, du plan de traction, c'est le type, enfin la fermeture en fait qu'on appelle curl shrug. Donc en fait, c'est venir fermer avec les bras et une élévation d'épaule ici
C'est vraiment l'erreur qu'on va éviter, qui est souvent utilisée avec des charges lourdes parce qu'on va compenser, en fait, tout simplement. Mais les risques, hein, comme j'ai dit, c'est des douleurs au coude, donc golf elbow, tennis elbow et de l'instabilité aux épaules, donc heu, donc moins de force et aussi des douleurs. Ensuite, on a la phase excentrique. Donc la phase excentrique, très important, l'erreur principale des gens, c'est qu'ils vont oublier de contrôler, que ça soit la vitesse et la trajectoire de l'excentrique. Donc, faut vraiment, vraiment contrôler la vitesse et la trajectoire de l'excentrique. Là, l'erreur, pour vous imaginer, voilà, c'est de venir faire une descente très rapide et dans une mauvaise trajectoire, donc trop verticalement. Donc là, on revient pas optimalement, de manière optimale, dans la sur notre répétition. On peut pas bien enchaîner, en fait, quand on fait ça. On peut pas bien enchaîner les répétitions. Là, sur la deuxième rep, sur celle-là, je vais bien contrôler la trajectoire, mais je vais aller trop vite. Pardon, c'est pas celle-là, du coup. Voilà. Là, je contrôle bien la trajectoire, je reviens dans ma trajectoire, mais je vais trop vite. Donc, en fait, une descente trop rapide va provoquer, un balancement. Donc, on va pas revenir dans notre trajectoire. Donc, forcément, qui dit qu'on ne vient pas dans notre trajectoire de tirage, dit un déséquilibre. Et là, pour le coup, le déséquilibre est néfaste parce que il crée un balancement, nous fait perdre en stabilité, et du coup, nous déséquilibre. Donc, on peut pas bien enchaîner efficacement les reps. Donc, en fait, on revient dans une mauvaise position de départ pour enchaîner les reps. Et même si on ne fait qu'une rep, parce que le but, à la fin, c'est un iron in, faut savoir qu'à l'entraînement, c'est rare, hein. À l'entraînement, on va faire le plus souvent possible, enfin, on va presque jamais faire qu'une rep. Donc, très important de savoir enchaîner les reps. Et même si on fait qu'une rep, en fait, ça reste important pour ce qui est prévention de blessure, parce que c'est quand même dangereux de revenir dans une mauvaise trajectoire. On va avoir une rotation interne excessive aussi, et de pas contrôler parce qu'on va venir prendre des risques au niveau des articulations si on contrôle pas, surtout proche de notre ORL. Donc, la solution, c'est quoi? C'est ralentir une phase négative, donc vraiment contrôler en fait cette phase négative-là. Donc pas comme ceci, mais du coup, comme ici, là, on va vraiment contrôler. Alors je dis pas de contrôler comme ça, là, c'est pour imaginer la trajectoire, mais il faut vraiment que quand vous passez l'arrêt, vous ayez une intention de contrôle, un minimum, pas un tempo, mais juste un contrôle, heu, 2 secondes à peu près, pour avoir une meilleure transition sur la lap suivante et de contrôler la trajectoire, surtout. En fait, l'idée, c'est de revenir dans votre trajectoire de tirage. Donc là, vous allez tirer. Donc vous allez tirer, comme je vous ai montré, du coup, en arc de cercle. Donc grosso modo, votre trajectoire, elle fait ça, on va dire. Et la trajectoire de vos épaules fait ça. Et en fait, sur votre excentrique, vous devez revenir dans la même trajectoire le plus possible. Plus vous allez revenir dans votre trajectoire, plus vous allez être équilibré. C'est simple. C'est de la physique, enfin, en fait, pour être équilibré, il faut avoir la même trajectoire, que votre concentrique. Ok, donc pour la partie renfo et prévention des blessures. Alors, on va commencer avec les variations techniques. Donc les variations techniques, ça va être, par exemple, voilà, les tractions scapulaires. Donc en fait, c'est des variations, c'est pas forcément des variations de prise, ça va être des variations techniques sur le mouvement, vous allez voir. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher différents, de recruter, enfin voilà, d'aller chercher différentes recrutations musculaires, renforcer des angles de tirage, par exemple. Très vite, je prends l'exemple là du one shot. Enfin non, vous allez voir. Mais en gros, c'est souvent ce qu'on oublie un peu de faire, que ça soit dans l'apprentissage ou dans la progression technique, pour justement progresser. Donc là, traction scapulaire, l'idée, ça va être aussi au départ, quand on apprend le mouvement, de se renforcer déjà sur la première phase. Et après, vous allez voir, c'est des choses qui permettent de se renforcer et de progresser intelligemment, avec des avantages vraiment propres à chaque variante, à chaque variation technique plutôt. Donc vraiment, voilà, améliorer le contrôle moteur, renforcer des angles, et surtout, voilà, relancer la progression là où on bloque. Donc, on commence, traction scapulaire. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller chercher en fait l'engagement scapulaire sans ou presque sans tendre les bras. Là, vous voyez, je tends les bras parce que je suis au max, mais vous pouvez largement le faire sans tendre les bras. Vous pouvez même faire des tractions en ligne où c'est vraiment en fait, vous allez chercher le max d'engagement scapulaire. Vous finissez avec le buste horizontal et vous n'avez pas du tout les bras tendus. Enfin vous n'avez pas du tout les bras fléchis, vos bras restent tendus. Donc ça peut se faire aussi. Mais, euh, mais voilà, en gros, donc traction scapulaire, vraiment engagement de la scapula. euh, alors c'est bien que ça soit dans l'apprentissage quand on n'a pas encore débloqué les premières tractions, pour justement débloquer déjà la force, l'activation du grand dorsal et vraiment la force de tirage sur le premier,
la première partie du mouvement. Donc ça permet de rester en suspension et de commencer à un peu engager les muscles qui vont nous servir sur la traction. Donc c'est bien en apprentissage, mais c'est bien aussi quand on connaît déjà le mouvement, pour ceux qui ont un problème en fait sur le départ et qui ont du mal justement, comme je vous ai expliqué dans la partie technique, à engager le dos sur le départ, à aller chercher l'arc de cercle et du coup l'abaissement scapulaire. Donc ça peut être utile de mettre cet exo pour enregistrer en fait le mouvement à faire parce que littéralement sur votre traction, le tout premier mouvement comme je vous l'ai dit dans la partie traction, enfin la partie technique, le tout premier mouvement, c'est une traction scapulaire. Donc en fait, faire des tractions scapulaires, ça va vous aider à enregistrer, de manière motrice le mouvement, tout simplement. Ensuite, on a le tempo. Le tempo, incroyable, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va faire assez rapidement, mais vraiment incroyable. Ça va vraiment permettre d'augmenter la force sans forcément aller chercher une grosse intensité sur la charge. Ça, c'est valable sur tous les mouvements, donc ça, c'est hyper intéressant. Le tempo, tout d'abord, c'est quoi? C'est modifier le rythme. Donc en fait, ça va être contrôler plus certaines phases et mettre de l'isométrie sur certaines phases aussi. Donc on peut, par exemple, faire ce qui est classique, c'est 1 seconde de pause en haut, 3 secondes de contrôle sur l'excentrique. Ça s'appelle du tempo, du coup, dans l'ordre de la concentrique, ça fait, 0 enfin X, parce qu'il y a pas c'est pas vraiment 0, c'est vitesse, donc 0, 1, 3. Mais généralement, on va mettre 3, 1, 0 parce que, en fait, c'est l'ordre, concentrique, enfin non, c'est l'ordre justement excentrique, fin d'amplitude et concentrique. Généralement, sur les mouvements, c'est ça. Sauf que comme la traction commence par la concentrique, on va l'écrire, différemment. En gros, c'est un tempo 3 secondes sur la descente, 1 seconde 10 en haut. C'est un exemple, hein, on peut faire, n'importe quel tempo. Moi, ce que je conseille pas trop, c'est le tempo sur la concentrique. Je trouve que ça a pas trop d'intérêt parce que voilà, dans tous les cas, venir se renforcer, que ça soit pour la fin d'amplitude ou ou voilà, ouais, venir, renforcer un sticking point, enfin, je trouve que d'autres méthodes marchent mieux, notamment comme le one shot, on va en parler juste après, ou juste de faire du posé, mais pas de venir contrôler la concentrique, parce qu'on perd trop la notion de vitesse. Alors, selon certains profils, ça peut être intéressant, quand ils sont vraiment dans l'extrême de la vitesse et qu'ils ont besoin de vraiment renforcer leur force. Mais même, en vrai, si vous avez un profil comme ça dans l'extrême, vous n'allez pas devoir passer de l'autre côté dans tous les cas, donc je trouve ça pas trop intéressant. Je l'ai jamais mis moi en prog. À part peut-être en réhab quand quelqu'un était blessé ou quoi, je m'en souviens plus et moi perso, je me suis jamais mis non plus. Par contre du posé, oui, ça va ralentir la montée, mais au moins on peut quand même garder une intention de vitesse et venir après poser la rep. Donc on va ralentir la montée, on va renforcer notre, la portion haute de la traction, mais on va pas, voilà, vraiment perdre la vitesse sur la concentrique. Donc le tempo, voilà, améliorer le temps sous tension, peut améliorer le technique, notamment sur l'excentrique. Si on rajoute du tempo contrôlé intentionnellement, on peut du coup plus se concentrer sur des points techniques. Par exemple, comme je vous ai dit, comme je vous l'ai dit sur la traction, sur l'excentrique, on doit contrôler la trajectoire et la vitesse. Donc le tempo, ça va être intéressant parce que du coup, le côté vitesse, on l'oublie, enfin on le contrôle, mais parce que c'est du tempo. Donc ça nous habitue déjà à le contrôler. Et en plus, il y a le côté où trajectoire où avec du tempo de 3 secondes, on a le temps de se concentrer sur la trajectoire, on a le temps de bien venir chercher ici, hop, heu, de revenir dans sa trajectoire de tirage. Donc le tempo intéressant pour la technique. Hem et voilà donc renforcement du geste, meilleur recrutement musculaire. Comme je vous l'ai dit, ça permet de gagner en force sans aller chercher en fait, c'est une méthode d'intensification. Ça permet de faire de l'intensité sans forcément aller chercher des charges très lourdes ou quoi, donc c'est intéressant. Pareil, quand vous êtes débutant, que vous voulez débloquer vos premières tractions ou améliorer votre traction, parce qu'on a souvent tendance à faire l'erreur d'aller vouloir charger forcément. Et c'est intéressant même dans votre progression pour varier les formats ou tout simplement progresser. Ensuite, le dead stop. Donc, le dead stop, c'est une pause au point de suspension. Alors, le dead stop, généralement sur les mouvements, en fait, c'est une pause entre la concentrique et l'excentrique. Ça veut dire que c'est une pause sur les dips, c'est une pause au point d'appui, donc le point haut d'appui. Et sur les tractions, du coup, c'est l'inverse, c'est une pause au point bas de suspension. L'idée là, c'est du coup marquer un arrêt entre chaque rep, ce qui va du coup supprimer le rebond. Donc on ne peut pas enchaîner la rep et bénéficier du rebond qu'on a quand on enchaîne la rep, quand on descend, enfin du rebond de la descente. Donc là, on va supprimer le rebond, ce qui nous force du coup à devoir bien remettre une intention sur le départ et en fait, ça travaille inconsciemment le départ. En fait,
Souvent les variantes comme ça de techniques là, c'est des choses qui font travailler quelques aspects sur l'attraction, que ça soit technique ou physique, donc comme là le départ, l'explosivité sur le départ. C'est des choses qui font travailler ça, sans que ce soit intentionnel. En fait, c'est naturellement de par la variante, de par la variation, on va travailler le départ, par exemple sur le desktop. Parce qu'on est obligé, vu qu'on a la pause, en fait, les tractions, forcément, la série va être plus dure. Si tu prends 8 reps avec one shot, 8 reps avec desktop, c'est plus dur avec desktop. Par contre, ça ne veut pas dire que le desktop est forcément plus dur dans l'absolu sur plusieurs reps, parce que c'est très dur aussi de one shot beaucoup de reps, de par l'équilibre et de par le fait que bah, du coup, il n'y a pas de repos. C'est littéralement un effort continu. Alors que le desktop, oui, il nous fait Enfin, oui, c'est fatigant parce que du coup, on doit mettre plus d'énergie sur le départ. Mais d'un côté, il y a du repos. Il y a du repos déjà mental. Il y a voilà, 1-2 secondes mentalement de pause. Et il y a du repos en fait physique. Donc sur une grosse série, le desktop va être un peu plus simple. Mais sur des courtes séries, le one shot va être plus simple. Et donc, le desktop, du coup, voilà, ça neutralise pas l'élan, mais le rebond. Petite erreur. Et du coup, oblige à produire plus de force sur le départ, comme j'ai dit. Donc, c'est vraiment bien, là, si vous êtes assez lent sur le départ de votre action, de mettre du dead stop. Et en plus, l'avantage, c'est que ça permet d'être au standard. Parce que le dead stop, du coup, si vous faites du dead stop sur le format de force, vous allez du coup faire une pause au début et après la série. Donc, vous allez être habitué à faire cette pause-là. Et en compétition, bah, comme je vous l'ai dit, vous avez une petite pause, en fait, vous devez attendre l'ordre. Donc, en fait, vous êtes en suspension devant le juge et vous devez attendre qu'il vous dise go. Et donc, il y a 1-2 secondes de stop, justement. Donc, intéressant d'en travailler, surtout proche des compètes. Mais en vrai de vrai, assez souvent dans l'entraînement, c'est intéressant. Le one shot, ça, c'est un truc qui est hyper sous-estimé. Et là, je vais vous donner un vrai cheat code. Euh, Franchement, bah, si vous êtes là, encore sur la vidéo, vous méritez largement ce cheat code. Donc, le one shot, en fait, ça va vraiment. euh, En fait, ce qui est utile dans le one shot, c'est déjà la capacité à gérer son équilibre, à rester plus ou moins gainé. Même si j'aime pas trop le mot guider parce que c'est un peu flou, mais en gros, à rester équilibré tout simplement. Donc gérer son équilibre, rester équilibré avec les jambes, le poids et du coup le tronc, donc les abdos. Euh, et en fait, ce qui est hyper bien avec le one shot, c'est que vu qu'on a un rebond, un peu comme un élastique, en fait, du coup là, c'est l'inverse que le stop. Le départ va être un peu négligé, c'est-à-dire que vu qu'on a le rebond, on va facilement passer de bras tendus à bras 90. Genre vraiment, vraiment facilement normalement parce que avec le rebond, c'est forcément beaucoup plus simple. Encore une fois, sur des séries assez courtes, hein, sur moins de 12 reps, on va dire, pour être vraiment large. Mais du coup, on va, à l'inverse du stop, on va renforcer la portion haute parce qu'en fait, on va vite arriver ici. En fait, on va plus mettre un focus sur la portion haute. Donc, ça va nous permettre d'avoir plus d'énergie sur la portion haute et du coup de la renforcer naturellement. Donc, c'est vraiment comme je l'ai dit, c'est naturellement en fait en faisant du one shot, on renforce la portion haute, mais que si on le fait bien. C'est-à-dire que ce qui va vraiment venir renforcer la portion haute sur du one shot, c'est quand on le fait très bien et qu'en fait, on force le one shot. Et ça, c'est vraiment une intention que je donne souvent. C'est quand je mets du one shot, c'est pas pour rien, c'est que c'est calculé. Par contre, il faut forcer le one shot. Faut pas en fait arrêter quand on sent qu'on perd l'équilibre parce que là, du coup, on travaille pas vraiment la portion haute. On travaille la portion haute quand on commence à perdre l'équilibre et qu'on continue quand même de tirer. Vous voyez ce moment-là où vous perdez l'équilibre et vous continuez quand même de tirer, vous êtes complètement déséquilibré et en fait, vous continuez et c'est là que vous travaillez votre portion haute parce que comme vous êtes arrivé quand même jusque-là, vous avez un peu de force pour grind, même si c'est pas votre profil. Et du coup, vous travaillez votre capacité à grind et votre capacité à renforcer la portion de 90 à la fin à 90 à 180 degrés du coup. Enfin, non, du coup, parce que c'est l'inverse, donc c'est 0 degré. Enfin, c'est pas vraiment zéro. Mais en gros, là, on est à 180, 90. Et du coup, là, on se rapproche on est plus sur les 45. En théorie, zéro, mais voilà, c'est pas vraiment zéro. Mais bref. Donc, c'est très intéressant le one shot. Négatif excentrique, bon, on en a déjà parlé. Hein, on en a déjà parlé sur le. Non, un peu différent que le tempo. Là, l'idée, c'est d'aller en fait. C'est démarrer. Ah oui, c'est démarrer haut en fait. Genre en sautant.
de démarrer directement en haut, pas faire la concentrique. Donc ça, c'est intéressant vraiment. Surtout en apprentissage, en progression, je vais pas beaucoup le mettre, sauf en quadréable. Il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui vont se mettre que en quadréable, hein. Par exemple, pour moi, le pin, la traction pin, par exemple, c'est quand on part en fait, c'est quand on part d'une box avec les pieds sur une box et qu'on tire directement. Pour moi, OK, il y a un intérêt sur le départ, et il y a un intérêt aussi sur le fait de du coup, ça nous force à pas kipper parce qu'en fait, on a les pieds sur une box, donc on est obligé de tirer sans kipper. Donc ça peut être utile pour des gens qui ont ce problème-là de tirer et de kipper limite avant de tirer ou de kipper vraiment en même temps, excessivement. Mais pareil, c'est souvent des trucs qu'on va quand même mettre plus en réhab, peut-être pour des gens qui peuvent pas vraiment tendre les bras à fond ou se suspendre avec, peut-être un étirement, une déchirure du grand dorsal ou quoi. Mais voilà, je vais pas beaucoup le mettre. Là, c'est pareil pour l'excentrique. Très intéressant qu'on apprend, ça c'est incroyable parce qu'en fait, ça vous permet de renforcer votre force, tout simplement vos muscles sur le mouvement, donc sur l'excentrique, mais quand même sur le mouvement. Mais après en progression, c'est un peu moins utile. Ensuite, on a les partiels. Donc là, un peu le même intérêt, c'est pour la fin de l'amplitude. Pareil, j'en mets pas trop, mais ça peut être intéressant. Mais voilà, je préfère quand même tout ce qui est one shot et après résistance élastique et posé, vous allez voir. Mais voilà, ça peut être aussi l'idée. L'idée, en fait, c'est de partir d'en bas, mais on va, une fois qu'on a passé la rep, on va pas revenir tout en bas, on va revenir à peu près à 90 degrés et on va faire que des semi-reps comme ça. Après, ça peut être ça ou ça peut être je fais une rep, je fais une semi-rep, je fais une rep, je fais une semi-rep. C'est un peu plus intéressant déjà parce que ça met un renforcement dans du spécifique. Donc on met un OK, on renforce ça, mais on garde du spécifique, on fait quand même une rep. Donc là, c'est un peu plus intéressant déjà. Mais faire que des partiels, je suis un peu moins fan. Ensuite, on a l'ISO. Donc tout ce qui est ISO, bon, on en a déjà parlé en vrai avec le tempo, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Voilà. Après, ce qui est intéressant de l'ISO, c'est que ça permet aussi une prévention de blessures selon le mouvement. Parce que du coup, on va renforcer nos articulations. Enfin, en fait, on va renforcer nos articulations sur les différentes phases où on va mettre de l'ISO. Et vous savez que l'ISO a vraiment un effet prévention, un effet renforcement intéressant pour les articulations et pour les tendons. Donc voilà, c'est intéressant aussi sur ce côté-là. Mais aussi, voilà, pour la force, pour renforcer un angle précis. En fait, l'ISO à un angle précis va vraiment renforcer notre force dans cet angle précis. Donc, il faut bien l'utiliser parce que juste faire de l'ISO à un angle, ça suffit pas, entre guillemets. Faut faire de la rep derrière, faut faire de la rep avant ou après. Faut, faut que ça soit couplé dans une série, quoi, dans des répétitions. Mais c'est intéressant. On remarque que là, j'avais encore mon déséquilibre, hein, sur la photo. Et que d'ailleurs, le départ était pas bien optimisé parce que là, on peut le voir même de devant, que j'avais les jambes un peu en arrière, les genoux un peu pliés, les pieds trop bas, enfin, en fait, la pointe des pieds trop vers le bas et un peu trop cambré aussi. Enfin, voilà, intéressant de voir ça, c'est une photo qui date donc voilà. Mais en gros, là, c'était de l'ISO sur le départ. C'est pour ça que j'ai pris la photo. C'était de l'ISO sur le départ, donc intéressant parce que, ça permettait de renforcer ma force sur cette phase-là, parce que je suis hyper nul, moi, sur cette phase-là. Et c'est pour ça que c'était en supra max. C'était en supra max parce que c'était intéressant de faire comme ça. Ensuite, on a tout ce qui est explosif, donc chest to bar, high pull-up, chest pull-up. Je les mets dans la même case, même si l'angle est différent. Par exemple, sur des chest to bar, l'idée, ça va être de reproduire un muscle-up, mais de juste, sans faire la transition, de juste aller chercher les pecs. Je crois que c'est cette vidéo-là. Non, ça, c'est une chest PU, je crois. Euh, mais voilà, en gros, l'idée, enfin, et du coup, la différence avec une chest pull-up, c'est qu'une chest pull-up, du coup, il y a pull-up dedans, donc c'est traction. Donc en fait, c'est comme une traction, donc pas de balancement, jambes tendues, tout ça, tout ça. Mais on va aussi chercher les pecs. Donc c'est juste la différence. Mais donc là, grosso modo, dans ces variantes-là, l'idée et l'intention, c'est la même. C'est la même. Donc vitesse max, hauteur max. Hauteur max, on va tout le temps chercher voilà, la hauteur, toucher la poitrine, voire plus bas, selon le niveau. Là, l'idée, c'est voilà, recruter les fibres de type 2, les fibres explosifs, les fibres musculaires explosives, tout simplement. Améliorer la hauteur de tirage, que ce soit sur le muscle-up ou la traction. Donc, et aussi, travailler le départ, pareil, parce qu'en fait, le fait du coup d'aller chercher une grosse hauteur sur votre tirage va forcément, en fait, vous
vous obligez à partir vite. Enfin, c'est très dur de partir lentement et d'aller chercher de la hauteur. On est obligé dès le départ de mettre une grosse intention. Donc pareil, c'est vraiment ces variations, il faut vraiment comprendre que c'est des choses qui vous permettent, qui mettent en place en fait une intention naturellement. C'est dans d'autres sports, ça pourrait être ah non, ça va être dur de trouver un exemple très rapidement, mais ça se fait en fait en prépa physique. Dans d'autres sports, c'est vraiment des mises en place du comment on appelle ça? Putain non, j'ai envie de trouver le mot. Mise en place du terrain, ouais, du jeu en fait, pour vous donner des intentions naturellement. J'ai pas d'exemple, mais je pense que vous comprenez de toute façon. Donc là c'est vraiment ça, c'est parce qu'on doit faire une chest pull-up, en fait, on travaille le départ parce qu'on est obligé de partir vite. Donc c'est vraiment intéressant. Donc améliorer la hauteur, la coordination, forcément, la puissance et du coup, très bonne traction, très bon transfert pour les tractions lestées, explosives. Donc en fait, les tractions lestées, heu, pour la force, tout simplement. Surtout si vous avez un profil, enfin peu importe votre profil, dans tous les cas. Mais si vous êtes plutôt lent, plutôt un profil qui grind et assez lent sur le départ, bah, ça forcément hyper intéressant. Et après pour le muscle up, de toute façon, c'est obligé pour développer votre puissance. Stato, un peu pareil que le partiel, on va passer très vite sur ça. Donc vous êtes là, en fait, vous faites une traction, vous arrêtez là par exemple, 2 secondes et vous finissez. Donc voilà, c'est grosso modo, c'est ça le stato. Après, il y a plusieurs, ça peut être, là, c'est 50 d'amplitude, ça peut être un peu en haut, un peu plus bas, tout ça, tout ça. Dead hang, pareil, c'est juste le fait d'être en suspension. Donc intéressant, voilà, bon, pour la mobilité. Pour l'échauffement aussi, très intéressant d'en faire un peu, tourner un peu, rotationner tourner les scapulas, tout ça. Le grip, forcément, en renfort grip, tolérance articulaire proprio. Heu, donc voilà, bien en échauffement ou en routine, voilà, prévention. Et forcément quand on apprend le mouvement, hyper intéressant, ça permet de déjà débloquer la force au niveau du grip, au niveau des avant-bras, même au niveau du grand dorsal parce que forcément on a un petit étirement, on est obligé d'être en tension et tout. Donc en fait, ça permet vraiment de commencer à apprendre le mouvement, hyper intéressant. En fait, quand vous savez pas faire des tractions, tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est tout ce qui s'en rapproche en termes de renfo et après, bah, le plus possible sur le mouvement lui-même, donc excentrique, dead hang à une main, élastique si vous pouvez, voilà, tempo, tout ça. Et enfin pin pull up, donc j'en ai parlé tout à l'heure dans tous les cas. Donc voilà. Ensuite, on a les variations de prise. Donc, variations de prise, on est parti. Donc là, le but, ça va être avec des prises différentes, recruter différents muscles, corriger pourquoi pas des asymétries, des déséquilibres et voilà, renforcer des muscles peut-être moins sollicités, sur la traction classique, selon notre morphologie. Donc, on a déjà la chin-up, la présupination classique. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais grosso modo, un peu plus d'activation des biceps et aussi des muscles postérieurs de l'épaule. Prise neutre, en vrai, c'est pratiquement pareil, surtout pour les muscles postérieurs de l'épaule, parce que là, du coup, on a la même flexion pratiquement de coude qu'en chin-up, avec, pareil, une forte extension d'épaule. Donc, voilà, et un peu moins de stress sur les poignets. Donc c'est intéressant, voilà, en renforcement. Après, attention sur ces renforts, faut bien noter que c'est pas parce que c'est une prise différente que votre traction qu'il faut en faire autant et que c'est vraiment un renfort à mettre, enfin, à faire autant que les tractions. Faut faire attention sur ça parce que ça reste une traction. Donc ça reste, heu, on garde quand même les contraintes articulaires d'une traction. On garde, le fait que du coup ça soit polyarticulaire, que du coup enfin plusieurs muscles en fait. Donc attention à ça, c'est fatigant quand même. Faut pas non plus que ça soit que ça votre renfo. Votre renfo, ça doit être aussi de l'isolation ou alors, plus allégé comme, du tirage avec des poulies ou quoi, pour pas avoir en fait la contrainte, heu, de porter votre poids et la contrainte articulaire. Forcément, le renfo, c'est pas censé vous fatiguer, c'est censé juste, comme j'ai dit, renforcer, assister à la progression. Prise commando, intéressant parce que du coup, ça va permettre d'accentuer plus ce travail sur un bras, donc un côté. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé aussi à corriger mon déséquilibre, c'était du coup comme j'avais du coup
le bras gauche qui partait un peu plus en rotation interne. Et du coup, j'avais un peu un déséquilibre côté gauche plus faible. Le fait de faire du traction commando, plus côté gauche, du coup, je faisais un peu plus de reps côté gauche, tout ça. Ça permettait de renforcer la coordination de ce côté-là, de renforcer la coordination du bras tronc de ce côté-là, et la force, tout simplement, de ce côté-là, en isolé, mais quand même spécifique au mouvement. C'est pas comme faire du tirage vertical du bras gauche. Là, c'est vraiment quand même plus spécifique. Même au niveau de la chaîne cinétique, on reste en chaîne cinétique fermée sur le mouvement. Donc vraiment, voilà, c'est plus spécifique, donc c'est intéressant sur ça. Et après, on a tout ce qui est renfo spécifique, hein, donc on va passer vite. Mettez pause à la limite. Franchement, on va passer vite sur ça. En gros, vous allez avoir des tirages verticaux. Tout ce qui est tirage vertical, au poids de corps ou alors machine. Donc voilà, hop, hop, tirage vertical, aux anneaux, élastique, pullover, tirage nuque. On a tirage horizontaux, donc rowing bar. Intéressant ça, souvent on l'oublie parce que c'est pas vraiment spécifique en vrai à l'attraction, mais intéressant déjà en termes d'hypertrophie. Et faut comprendre aussi que le renfo, c'est pas forcément, ouais, faut vraiment comprendre que le renfo, c'est pas forcément genre pour venir renforcer exactement la même chose qu'on va faire sur le mouvement. Donc si vous faites une séance traction et qu'après vous faites du tirage vertical à la barre, ok, c'est bien, hein, ça peut se faire, ça se fait largement, surtout quand vous progressez, enfin quand vous apprenez et tout. Mais le renfo, ça sert aussi à faire justement des choses différentes pour éviter trop de déséquilibre et en fait venir renforcer globalement le corps, ce qui va être bénéfique au final pour l'attraction, en termes de prévention de blessures et de force tout simplement. Parce que imaginez que vous fassiez que des tractions, vraiment que des tractions, vous n'allez pas avoir le même dos qu'un bodybuilder. Enfin, vous voyez, hein, forcément, visuellement, ça, vous l'imaginez bien. Mais du coup, vous allez avoir quelques déséquilibres, des muscles un peu moins sollicités. Même si c'est des muscles qui vont moins servir sur la traction, c'est intéressant de venir les solliciter, les renforcer pour, comme je l'ai dit, avoir une harmonie, non pas physique, non pas juste visuelle, esthétique, mais vraiment en termes de force et de prévention des blessures. Donc vraiment pas faire tout le temps le même mouvement, sinon vous allez tout simplement vous blesser. Changer les mouvements, c'est important aussi. Donc tirage horizontal, ne pas oublier. Là, pas mal de choses. Lui, petite précision, moi j'aime bien le faire en. Lui, j'aime bien le faire en explosif, en fait. Genre en gros, pas le faire comme un renfort, parce que je trouve ça pas pertinent. Enfin, je trouve ça pas pertinent sur cet exo, mais vraiment venir le faire avec une charge plus ou moins légère, en puissance, donc sans aller à l'échec en termes de vitesse et encore, mais pas en termes de force, pas en termes de volume. Et, et en fait, avoir une attention de vitesse max. Ça va avoir un bon transfert pour un profil assez lent, ou si juste on veut renforcer notre explosivité et notre puissance. Donc intéressant. Voilà, tirage poli unilatéral. Pas oublier l'unilatéral aussi. Si vous avez le temps, franchement, c'est le top. Enfin, si vous avez le temps, en fait, limite, ne faites que de l'unilatéral, c'est vraiment hyper intéressant. Et rowing anneau, voilà, intéressant. Après, en isolation, donc pareil, hein, on va venir isoler du coup les curls. Euh, donc curl pupitre, curl incliné, curl marteau. Alors ça, c'est différent, hein. Curl incliné, ça va être différent. On a un peu plus d'extension d'épaule. Enfin, ça, naturellement, ça nous fait un peu plus d'extension d'épaule. Donc ça peut être intéressant si on a besoin d'ouvrir un peu la cage et de travailler un peu voilà, la souplesse en extension d'épaule. Et en plus, un peu plus d'étirement, donc bon ressenti sur ça. Mais après, dès que vous allez tourner la prise, par exemple marteau, il y aura un peu plus d'accent sur les avant-bras, sur le brachial du coup. Donc un peu plus spécifique. Et forcément en pronation aussi. Après, vous avez du coup arrière d'épaule. Donc voilà, arrière d'épaule classique, face pull. Enfin, des rotations externes, des extensions d'épaule, des rotations axiales. Voilà, de la rotation interne et des lombaires, ça peut être intéressant aussi. Et exercice complémentaire, shrug, farmer walk, voilà. Classique, c'est pas forcément les plus utiles, mais pareil, dans cette logique de renforcement global, et je vous laisserai mettre pause aussi pour lire, mais voilà, dans cette logique de renforcement global, là, on a du grip, là, on a des trapèzes, même si c'est pas les mêmes trapèzes, parce que là, c'est du coup les trapèzes supérieurs. En traction, ça va être les trapèzes inférieurs, mais comme je vous l'ai dit, voilà, pour éviter tous les déséquilibres, c'est intéressant. Et après, en termes de mobilité, donc là, du coup, on va préciser un peu plus, parce que là, c'est important quand même. C'est un truc qui est souvent mis de côté.
Donc, quand on pense progression, traction lestée, on parle souvent de charge, de rep, de technique, mais très rarement de mobilité. Donc, de prévention articulaire, tendineuse et musculaire. Pourtant, ça va être la base pour progresser sur le long terme, pour pas perdre de temps en fait, parce que vaut mieux perdre du temps entre guillemets, quitte à parfois à la limite enlever du renfort, même si voilà, faut pas non plus que ça s'enlève totalement, mais perdre du temps entre guillemets sur la mobilité, sur la prévention, tout ça, plutôt que de skip, de mal faire les choses et de perdre du temps en fait quand on est blessé et qu'on peut pas du tout faire le mouvement. Et là, on perd plus de temps sur le long terme, largement. Donc, pour progresser, il te faut des épaules mobiles, un gain dorsal fort et bien relâché, et une chaîne scapulaire stable. Donc, c'est ce qui permet de tirer lourd avec de l'intensité, souvent sans douleur. Donc, voilà, je vais te donner une petite routine complète de mobilité. Les principaux objectifs de la mobilité: augmenter l'amplitude de mouvement de l'épaule et surtout de la rotation externe, déverrouiller le grand dorsal, préparer la coiffe des rotateurs à l'effort, prévenir les conflits sous-acromiaux et les douleurs de la chaîne postérieure, voilà, au niveau du coup des lombaires et des épaules principalement, et renforcer la stabilité scapulaire. Il ne faut pas confondre souplesse étirement passif avec mobilité. La différence, ça va être qu'en mobilité, on cherche activement à aller chercher une amplitude. Donc là, quand je fais ça, je fais de la mobilité parce que je cherche activement à aller éloigner mon avant-bras le plus loin possible à droite. Alors que si je fais ça, mais avec ma main, là, ça va devenir de la souplesse parce que c'est passif. Je m'aide de quelque chose et là, on est dans de la souplesse. Donc c'est un peu la grosse différence, c'est l'actif et le passif. Après, il y a aussi le fait qu'en mobilité, il y a de la force. La mobilité aussi, c'est pas que ça, c'est aussi du mouvement. C'est en fait générer de la force dans des amplitudes euh, profondes avec du mouvement. Par exemple, on peut dire que faire un squat profond, c'est de la mobilité. Pourtant, c'est un peu différent que d'aller chercher la rotation externe maximale. Enfin bref, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la différence déjà entre actif et passif. Là, on va pas juste vouloir s'étirer, on va vraiment vouloir créer de l'espace. Donc, c'est ce qu'on fait quand on cherche activement de la mobilité, enfin de l'amplitude. Donc, créer de l'espace articulaire, préactiver les bons muscles stabilisateurs et du coup protéger les épaules. Principalement, ça va être les épaules hein, sur les tractions, le plus dangereux, le plus important à prévenir et du coup à guérir. Donc, on a le dédeng, on en a déjà parlé, permet voilà, de relâcher le dos, de voilà, d'ouvrir les épaules et activer le grip. Donc intéressant, échauffement et en réhab. Les racks, les rotations articulaires contrôlées. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Chercher en fait toute l'amplitude de rotation de l'épaule très lentement. Donc vous allez voir, si vous le faites déjà une fois vraiment bien, donc vraiment très contrôlé, vraiment à cette vitesse-là, et dans toute l'amplitude, donc là vous partez là, vous allez vraiment tourner, chercher toute l'amplitude derrière, en fait, à chaque degré de votre parcours, vous allez chercher le max d'amplitude. Vous allez voir déjà que juste faire ça une fois, ça brûle et vous sentez que ça vous fait du bien à l'épaule. Donc, hyper intéressant de le faire en fait assez souvent. Les dissociations d'épaule et assis bâton. Donc là, on a cette image. Il y a aussi l'image avec le bâton. On va venir tourner. Pareil, un peu le même principe. Pareil, hein, je vous laisse un peu lire. On va essayer d'aller un peu vite parce que sinon la vidéo va être très longue, je pense. Euh, L'étirement du grand dorsal, Heu, intéressant aussi parce qu'on a aussi une ouverture thoracique, en plus du coup d'avoir l'étirement. On a une ouverture thoracique, donc toujours bien de protéger ça, de prévenir aussi les gènes au niveau du sternum. Même si on a moins sur la traction, plus sur les dips, c'est vraiment assez intéressant. Donc ça peut être sur banc ou sur Swiss ball comme ici. De la mobilité thoracique forcément pour tout ce qui est du coup, voilà, rotation thoracique, heu, améliorer la mobilité thoracique. Les omoplates et aussi, du coup, les lombaires, hein, ça va faire du bien aussi au niveau lombaire, donc renforcer tout ça. Des wall slides comme ça pour le dentelé intérieur ou des élévations Y au sol ou même en renfo. Ça, c'était pas mis, mais en renfo, hyper intéressant aussi les élévations Y. Et en vrai, il y a d'autres exos, mais voilà, globalement, ça déjà, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi de la rotation externe qui manque là. C'est le stagiaire qui a fait la vidéo, enfin, qui a fait le petit doc. Donc, il manque juste un peu de rotation externe. Mais globalement, c'est pas mal. Comment intégrer la routine donc? Moi, ce que je vous conseille, c'est avant la séance, de faire en fait
plutôt de la mobilisation plutôt que de la mobilité. Donc, pas chercher, parce que la mobilité, ça fatigue, c'est nerveux. Donc, si vous faites une séance mobilité avant votre séance principale, ça va vous fatiguer. C'est comme du renfort, en fait. Donc, pas aller chercher la mobilité à fond, mais surtout, voilà, mobilité dynamique, mobilisation en échauffement. Donc, ça peut être faire les mêmes choses, mais avec moins d'intensité au ressenti, d'aller moins loin et de faire moins de séries, etc. Et par contre, après la séance ou sur les jours off de street, enfin off d'entraînement, là, vraiment aller chercher du coup l'intensité max sur ces exos-là, l'intensité max, l'amplitude max et faire pas mal de séries, enfin 3 séries, des choses comme ça. Donc, voilà, petite phrase, ce que tu gagnes en mobilité, tu le gagnes en potentiel de force exploitable, tout simplement. Et en plus, du coup, tu évites de te blesser, enfin, tu réduis le risque de te blesser, donc tu réduis le risque de perdre du temps. Donc sur le long terme, tu es plus gagnant que quelqu'un qui n'en fait pas. Voilà, c'est pas faire qu'une fois. L'idée, c'est d'en faire peut-être à toutes les séances et au moins voilà, 2, 3, 4 fois dans la semaine. Ça, c'est vraiment bien. Déjà, une fois, c'est très bien, mais franchement, si tu pars sur une fois, tu vas pas le faire. Donc, vaut mieux se dire 3, 4 fois. Au pire, tu le fais une, 2 fois et c'est déjà très, très bien. Voilà, moins de douleur, plus d'efficacité, plus de performance à la clé sur la durée. Épaules libres, grand dorsal relâché, scapula stable, très haut gagnant voilà, pour des performances en traction listée. Voilà, il est bon le stagiaire, il écrit bien, hein. C'est le stagiaire qui a fait juste cette partie-là, en fait. Partie renfo. Donc c'est Adrien, hein, c'est lui qu'on voit là sur les photos. Il a fait juste cette partie renfo. Bref, j'arrive pas à remonter tellement la partie est longue. Dites en commentaire si vous êtes encore là. Si le stagiaire a fait du bon boulot, ça fera plaisir. Et ensuite, on passe du coup à comment programmer. Donc la partie assez intéressante aussi, ce qui sera la dernière partie. Comment programmer en traction. Euh, Intéressant de rajouter des phases enduit de force avant la phase de volume. Pratiquement peu importe le niveau, mais surtout en dessous d'environ 1 RM 80%. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les tractions, c'est un mouvement où on va appliquer les mêmes principes de développement de la force que sur les autres mouvements. Donc, je vais vous expliquer après, mais grosso modo, du volume, de la force, enfin voilà, les mêmes principes, quoi. Les principes aussi de surcharge, etc. Bon, tous les principes pour la force. Mais il ne faut pas vraiment copier les autres mouvements. Parce que la différence des tractions, c'est que le poids de corps va déjà plus rentrer en compte. C'est-à-dire que par rapport à même à un dips et encore plus à un squat, le poids de corps va vraiment devoir va vraiment jouer. Donc, pour quelqu'un qui est par exemple assez lourd, pour développer sa force, ça va être plus intéressant de faire plus de volume. Par contre, pour quelqu'un qui est un peu plus léger, pour développer sa force, là, ça va être intéressant de faire de la force. Et en plus, il sera plus endurant parce qu'il aura un bon transfert sur son poids de corps et donc sur son endurance. Mais en gros, il faut vraiment prendre l'importance du poids de corps. Et ce qui change globalement sur les tractions, et ça, c'est vraiment d'expérience, de ce que j'ai vu sur les meilleurs athlètes, pour avoir discuté avec les meilleurs athlètes et des très bons coachs, ce qui change vraiment sur les tractions, c'est l'importance du volume. En fait, en traction, vous pouvez largement atteindre un gros niveau. Et la promesse de la vidéo, là, c'était le 1RM à fois son poids de corps. Ça, vous pouvez largement l'atteindre avec du volume, avec de l'endurance. Alors, pas d'endurance poids de corps, là, il va y avoir une limite. Bien que, avec juste de l'endurance poids de corps, on peut aller chercher des très très grosses perfs, ça a été prouvé. Mais avec en tout cas de l'endurance de force et du volume, vous pouvez mais exploser en traction parce qu'en fait, c'est le poids de corps, comme le poids de corps entre en compte, faut pas chercher que la force pure. Faire du volume, ça va vraiment vous permettre de débloquer votre force en fait sur le mouvement. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est travailler par palier, d'aller chercher en fait progressivement des XRM, donc en gros, d'aller chercher un 20 RM, un 15 RM, un 10 RM, etc. À chaque bloc, à chaque période, d'aller chercher des objectifs comme ça. Et ça va vraiment vous permettre d'aller. Vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez augmenter votre RM parce que forcément, si vous passez d'un 10 RM à 10 kg et d'un 10 RM à 20 kg, bah, vous avez logiquement aussi gagné 10 kg sur votre 1 RM. Enfin, en théorie, grosso modo. Donc, hyper intéressant. Pas négliger vraiment cette phase-là en traction. Et comme j'ai dit, à presque tout niveau, en fait, c'est principalement. Enfin, votre entraînement en traction doit principalement être du volume, être comme ça, du volume et de l'endurance en fait de force. Donc première chose, ça va être d'identifier ses forces et faiblesses. Alors,
Grosso modo, enfin, en fait, force et faiblesse, ça va vouloir dire quoi? Il y a 2 profils de tirage, il y a 2 gros extrêmes. Le premier extrême, c'est le mec qui est fort et lent. Alors fort, c'est pas, moi par exemple, c'est mon cas, c'est pas, c'est pas amélioratif forcément, hein, c'est pas ça veut pas dire que c'est bien, mais c'est juste fort, c'est au sens littéral en fait du terme. Quand tu es fort, c'est vraiment que, tu es fort sur toute l'amplitude. C'est pas forcément bien. Moi, c'est mon profil. Je suis pas dans l'extrême, mais je suis plus dans cet extrême-là. Donc fort et lent, départ lent, capacité de tirer très longtemps, de vraiment, voilà, tirer longtemps et de continuer à grinder, et de même poser son ARM, mais aucune vitesse. Vraiment pas de vitesse, il connaît pas la vitesse, c'est vraiment fort, lent tout le long, mais il va tirer, il va passer la rep. Donc il y a ce profil-là et il y a le profil, explosif rapide, donc c'est totalement l'inverse. Un décollage monstrueux, même sur un ARM. Visuellement, le ARM est hyper facile, mais si tu rajoutes 1 kilo, et même 1 kilo, je suis gentil, genre si tu rajoutes 500 grammes de plus, tu perds 10 centimètres en fait de tirage. Donc, enfin, le mec va perdre 10 centimètres de tirage. Ce profil-là, il peut pas grind, il peut pas poser les reps à partir de 85-85%, enfin 80-85% de son RM. Donc, faut identifier déjà dans quel profil. Alors, vous n'êtes pas forcément un extrême, vous avez forcément un profil qui se démarque, sauf si vous êtes totalement 50-50. C'est quoi un exemple de 50-50? C'est un peu un Aubin Ashura, c'est-à-dire que tu vas avoir un point fort sur une partie, grosso modo, du mouvement, et un point un peu plus faible, mais pas non plus excessif, sur une autre partie. Donc, si on prend l'exemple d'Aubin et Ashura, c'est des départs plutôt lents, mais pas non plus, enfin, c'est pas non plus la folie, enfin, voilà, c'est pas non plus hyper lent. Et après, de la vitesse sur la fin de la rep. Mais ils sont capables aussi de poser, en fait la rep, que ce soit Aubin ou Ashura. Aubin, peut-être un peu moins, je crois. Mais voilà, grosso modo, des exemples d'à peu près 50-50. Mais sinon, vous avez forcément tout le temps un point fort, un point faible. Donc, identifiez déjà ça, ça va être très important, vous allez voir ensuite. Ensuite, vous demandez, est-ce que vous êtes endurant? Donc, ça veut dire, est-ce que par rapport à votre ARM, vous arrivez à être endurant sur le tableau des charges, où vous êtes censé faire X rep à telle charge? Voilà. Pourquoi la cam? C'est OK. Donc, est-ce que vous êtes endurant? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir un ARM à 50, ils peuvent faire, je sais pas moi, 5 reps à 40 kilos. Il y a d'autres gens qui vont ne pouvoir faire que 2 reps. Donc ça, c'est des personnes qui sont pas endurantes en fait sur les formats. Donc ça va être quelque chose à travailler, avec le volume, travailler la capacité de réitération, la capacité, à en fait encaisser du volume et à être endurant sur les formats. Est-ce que vous avez de l'endurance de vitesse ou pas? Quand vous faites une série de 5 reps, à quel moment vous perdez de la vitesse? Est-ce que vous perdez pratiquement pas de vitesse, ou est-ce que vous perdez la vitesse dès le départ? Ça, normalement, c'est corrélé avec votre profil, c'est-à-dire que si vous êtes rapide, forcément, vous perdez un peu moins de vitesse, ou en tout cas, ça se voit moins. Et si vous êtes lent, vous perdez pas mal de vitesse quand vous êtes rapide, vous perdez vite de la vitesse. Moi, c'est mon cas aussi. Mais il peut y avoir des exceptions, donc analysez ça aussi. Ça, en vrai, ça allait ensemble, endurant et format correspondant. Donc, ce que je vous ai dit, est-ce que vos formats correspondent à vos ARM? Donc, est-ce que, par exemple, vous avez, ce que je vous ai dit, donc, si vous faites 5 reps à 40 kilos, pour moi, vous avez normalement plus que 50 kilos. Mais si vous avez que 45 kilos, c'est que vos formats ne correspondent pas à votre ARM. Vous avez un problème. Donc, ça peut être aussi technique, ça peut être aussi physique, dans le sens où vous n'êtes pas habitué à la technique sur vraiment le ARM, ou alors à la force tout simplement. Mais analyser ça, c'est important en fait de connaître ça, de connaître son profil, pour faire son programme au mieux. Ou en tout cas pour, voilà, pour mieux programmer, faire son plan. Et à quel moment la technique se dégrade, en termes du coup de volume et d'intensité. Donc, est-ce que vous avez une bonne répétabilité technique sur vos séries? Est-ce que même jusqu'à la fin de vos séries, vous avez une bonne technique? Est-ce que vous avez la même technique sur votre ARM et sur du volume? Ou alors votre technique se dégrade très vite? Et là, c'est vraiment un problème, il va falloir vraiment bosser ça, vraiment travailler en volume, mais en quantité de qualité, c'est-à-dire beaucoup de séries, de peu de reps, pour vraiment déjà ancrer une bonne technique. Et après, progressivement repartir sur du volume classique, en essayant de maintenir au max la technique. Mais ça, vraiment analyser ça. Donc ça, hyper important, profil de base, profil de départ, pour savoir en fait comment vous allez programmer après.
Ensuite, organisez les blocs dans le temps. Vous allez partir de votre point faible. Donc en fait, la logique pour organiser le bloc dans le temps, c'est que sur une période donnée, donc par exemple 1 an, au début de la période, vous allez développer en priorité votre point faible. Ça ne veut pas dire que votre point faible, mais en priorité votre point faible. Et progressivement, vous allez aller chercher à développer votre point fort sur cette période donnée. Et en fait, vous recommencez des cycles comme ça. Alors, avant tout, je vous invite à aller voir ma vidéo. Je la mettrai en fiche si j'oublie pas. Mais dans tous les cas, vous pouvez la trouver très facilement. Où j'explique en fait comment programmer, donc organiser les blocs et tout dans le temps, justement. Donc, il y aura plus d'infos. Là, je vais passer plus rapidement, forcément. Mais en gros, cette logique, c'est que on va vraiment travailler en cycle, donc des cycles de 6 mois, 1 an, voire même plus, selon les échéances, selon votre phase, dans quelle phase vous êtes dans votre progression. Généralement, ça va être 6 mois, 1 an, on va dire. Et en fait, à chaque fois que vous finissez un cycle, vous recommencez avec la même logique, pas forcément le même cycle, mais en tout cas la même logique, les mêmes principes. Donc là, comme je l'ai dit, du coup, on a le fait de travailler en début le point faible, progressivement, donc avec maintien de poids fort, puis progressivement, en fait, inverser la tendance. On a la progressivité. Donc, on a besoin sur un cycle d'avoir une progressivité sur la charge, pas forcément à toutes les séances comme on le conseille souvent, parce que des fois, quand on est plus débutant, bah, c'est compliqué d'aller chercher à augmenter à chaque séance et à chaque, enfin, si, à chaque séance, on a augmenté. Si on fait bien les choses parce qu'on est parti de plus bas, donc on doit augmenter. Mais je veux dire, à chaque bloc, on va pas pouvoir forcément augmenter la charge sur le même format ou sur un format différent. Enfin, faire un truc plus élevé, toutes choses égales par ailleurs, sur 2 formats différents. Mais faut garder cette logique quand même en tête de progressivité sur la charge, le volume et la complexité pardon, de l'exo. Donc, par exemple, passer de traction à traction pec, chest pull-up. C'est augmenter la variable de l'exo. Intégrer après des semaines de régulation de donc réduire le volume, abaisser l'intensité. Et là, le but, c'est vraiment de venir récupérer, comme les jours de repos, mais du coup, à plus grosse échelle, venir récupérer pour enchaîner efficacement des blocs. Donc, en fait, on doit faire son cycle très vite, hein. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, je vous explique mieux. Mais en fait, ce que vous devez faire, c'est faire votre cycle d'entraînement, définir votre échéance. Et ensuite, en fonction du cycle, vous allez, hem, vous allez mettre des blocs dedans, dans votre cycle. Donc, si vous partez sur 6 mois, vous allez mettre assez de blocs sur les 6 mois. Donc vous allez mettre peut-être 5 blocs parce que ça peut pas être 6 blocs parfaitement avec les deloads et tout. Et vous allez du coup faire 5 blocs. Et là, après, vous organisez vos 5 blocs. Vous allez organiser vos deloads. Et après, tout peut changer, mais au moins, vous avez votre plan. Et après, vous avez votre logique de déjà point faible, progressivité, etc. Ensuite, voilà, un exemple de cycle, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, si on prend un bloc, des blocs de volume, donc pas un bloc, hein, mais des blocs de volume, donc 3 blocs volume, Heu, de 12 semaines du coup. Un cycle de 12 semaines volume. Enfin, le cycle en fait le cycle c'est pas 12 semaines, c'est du coup 12 et 8. 12 et 8 et 4. Donc en gros 22 semaines. Donc le cycle 22 semaines, à peu près, 5 mois, 5 mois et demi. 4 fois 4 fois 5, ouais, c'est ça. 5 mois et demi. Donc on va avoir 3 blocs volume, 12 semaines. Donc là, l'idée c'est si vous êtes dans l'apprentissage de pas forcément aller chercher l'échec sur le premier mois, mais plus voilà, mettre l'accent sur technique sécuritaire, vraiment apprendre la technique. Donc on va pas faire un bloc technique, mais en fait le bloc technique va se faire dans le bloc volume. Le premier bloc va être un peu plus technique, un peu plus sécurité, optimisation, et cetera. Ensuite l'idée forcément c'est hypertrophie, tolérance à l'effort, capacité de réitération de l'effort. Vous pouvez mettre des top sets, des top singles possibles, même en phase de volume, c'est intéressant, justement pour casser un peu cette lassitude, de faire que du volume, pour avoir un peu ce retour, de la force et ce petit kiff quand on va à la séance. Et aussi ce petit rappel qui permet du coup de bien de pas oublier la technique, et de faire un petit rappel, voilà, en termes de force nerveusement, c'est intéressant. Rep range, 6-12 reps environ, en tout cas sur les exos principaux. 70-80% du coup d'intensité et travailler le point faible. Ensuite, on enchaîne, donc on a 3 cycles comme ça, donc on a à peu près 3 mois. Ensuite, on enchaîne avec 2 blocs de force, de du coup 8 semaines, donc 4 semaines par bloc. Là, l'idée, c'est force max, pas forcément au début, mais progressivité forcément tout le temps sur la charge, hein. Faut vraiment comprendre ce truc de progressivité, c'est-à-dire que plus vous avancez dans votre cycle, plus vous allez augmenter l'intensité, tout simplement. Donc, force max passe pas forcément au début, mais progressivement sur le deuxième bloc, tout simplement.
des top 7, des top singles, 1 et 6 de rep range, 85-95% à peu près du 1 RM. Et du coup, une fatigue plus élevée, donc vous allez globalement réduire le volume. Que ce soit sur le renfo et sur les exos, forcément, vous n'allez pas pouvoir faire autant de reps que dans cette phase-là. Et même sur le renfo, vous n'allez pas pouvoir faire autant de reps, en tout cas autant d'exos, autant de volume. Vous allez être obligé de réduire, sinon vous allez vous blesser, parce qu'il y a plus d'intensité, donc plus de fatigue, plus de contraintes articulaires, nerveuses et musculaires. Et un dernier bloc picking. Donc ça, c'est si vous avez une prépa, une échéance, une compète, ou si vous voulez vous tester sur un jour J comme une compète, vous allez faire un petit bloc picking où en fait, vous allez faire ce qu'on appelle un affûtage, c'est-à-dire c'est comme un bloc de force, enfin c'est un bloc de force, mais vous allez faire un affûtage, vous allez vraiment réduire le volume sur la fin, donc vraiment réduire le volume de fou, augmenter à mort l'intensité et avant la compète, une semaine et demie avant l'échéance, tout réduire. Réduire le volume drastiquement, réduire l'intensité, garder un peu d'intensité, mais avec vraiment peu de volume. Et en fait, vous allez progressivement, du coup, arriver en forme, euh, arriver à placer votre pic de forme sur l'échéance. Donc ça, c'est pour l'organisation des blocs. Donc ça, c'est vraiment la stratégie pour augmenter sa force en traction. Vous faites ça, vous écoutez ce que j'ai dit par rapport à votre profil, vous comprenez les principes, vous faites ça et vous recommencez ça. Donc là, vous avez, du coup, comme j'ai dit, 5 mois et demi. Vous faites des cycles comme ça, 5-6 mois, ça peut être même plus. Et vous recommencez en adaptant à chaque fois, en reprenant étape par étape, enfin, en reprenant dès le départ, en fait, tout simplement, votre profil, endurant, machin, 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 votre niveau, tout ça, réadapter les charges. Et en fait, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous allez progresser. Après, il y a le côté technique où forcément, sans retour de quelqu'un, ça va être plus dur. C'est pour ça que si vous voulez, moi, tout simplement, je coach en streetlifting, vous savez, forcément, si vous regardez ces vidéos. Donc, si vous voulez aller plus loin, avoir un retour et être sûr de ce que vous faites, premier lien en bio, vous pouvez me contacter ou sur Insta. Donc, j'en étais où? Donc voilà, vous faites ça, vous recommencez. Ensuite, pour structurer la semaine, comment on va faire? Le format classique, c'est 2 séances. Donc une séance plutôt intensité, même en phase de volume, il faut comprendre qu'il y aura forcément une séance plus intensive que l'autre, même en phase de volume. Ça peut être parce que la phase de volume, c'est pas forcément c'est 6-12 reps, j'ai mis, mais ça peut être aussi du 1 à 5 reps, mais avec beaucoup de séries. Surtout quand on va faire la transition un peu sur le troisième bloc là, juste avant la force. Ça, c'est hyper intéressant d'aller chercher beaucoup de séries, mais avec peu de reps. Donc une grosse intensité, mais avec un gros volume aussi accompagné avec ça. Donc la phase de volume, une séance intensité, et sur le jour 2, donc 3-4 jours après, une séance plus de volume. C'est souvent sur ce format-là qu'on vient travailler en fait les faiblesses, les points faibles sur le mouvement. Donc on peut en fait coupler cette séance-là, coupler ce format-là à une variante comme je vous ai montré plus tôt. Il faut vraiment comprendre les logiques comme ça de ok, sur ce format-là, je vais peut-être faire une variante, une variation de la prise ou une variation technique, comme j'ai expliqué dans la partie avant. Et une séance en plus possible, parce que les tractions, c'est le mouvement le moins risqué pour faire 3 séances par semaine. C'est le mouvement où vous allez le moins avoir de contraintes si vous faites 3 séances par semaine, comparé à des dips ou du squat ou des muscle-up, où là, c'est vraiment déconseillé. Alors le squat, ça se fait, c'est intéressant, mais je ne le conseille pas non plus de fou. Dips, je le déconseille fortement. Ça va vraiment, vous allez juste vous blesser, il n'y a pas d'exception. Et muscle-up, pareil. Forcément, 3 par semaine, c'est très contraignant. À moins de faire du no dips ou juste de l'explosivité, sans faire la dips du coup. Euh, Ça peut le faire, mais sinon c'est très contraignant du coup au niveau de la transition, en fait, au niveau des coudes. Mais par contre, traction, c'est vraiment le mouvement que vous pouvez faire 3 fois dans la semaine, voire même 4, voire même faire en fait du tirage tous les jours. Parce qu'il y a un peu moins d'amplitude si on compare à des dips ou des squats. Il y a moins d'amplitude en fait du mouvement, moins d'amplitude articulaire. Et du coup, forcément, un peu plus de possibilités d'aller chercher du volume sur ce mouvement. À relativiser selon votre morpho aussi, parce que avec des longs membres, par exemple, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus contraignant. Ensuite, on a comment organiser une séance. Donc là, on a vu dans la semaine comment faire à peu près grosso modo. Dans la séance, on a d'abord échauffement, activation, ça vous connaissez normalement, avec la montée en gamme. Le corps des séances, donc ça va être par exemple le 4x3 à 80% d'intensité. Le renfo. Alors le renfo, il y a 2 phases.
moi je distingue 2 phases, c'est le renfo, on va dire spécifique polyarticulaire. Donc ça va être pas forcément spécifique, mais tirage horizontal, enfin spécifique quand même au mouvement, mais dans le pas forcément pareil que le mouvement. Tirage vertical, tirage horizontal, et cetera. Et après le renfo plus d'isolation, qui est moins obligatoire. On n'est pas obligé d'en faire, mais c'est quand même ça reste quand même très intéressant, surtout en phase de volume. Et par contre, qui va rarement être présent en phase en bloc de force et en picking, pas du tout. Mais qui peut être présent quand même si vraiment il y a un truc à développer et tout, un truc à aller chercher, si c'est un point fort, et cetera. Et après, la phase de mobilité préhab, réhab, ça se met aussi, comme je l'ai expliqué, en échauffement, mais surtout après séance, voire même espacé de la séance ou sur un jour off, c'est quand même mieux parce qu'il faut se concentrer dessus, il faut être frais. Donc mine de rien, après la séance, c'est quand même fatigant, mais ça peut se faire. Après, on a les méthodes d'intensification. Donc grosso modo, comment on va, venir, c'est pour vous donner un peu des exemples, on va passer très vite, mais c'est pour vous donner des exemples de comment vous pouvez programmer. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans vos séances selon si c'est de la force, et cetera. Donc, elles te permettent de stimuler davantage ton système nerveux pour gagner en force, de repousser la fatigue locale pour améliorer ton endurance de force, d'accumuler du volume efficacement sans avoir à faire forcément 15 séries, donc notamment sur le tempo. On n'a pas besoin forcément de faire 15 séries et 10 000 répétitions parce qu'en fait, avec du tempo, on va naturellement augmenter le temps sous tension, donc le volume musculaire, enfin le volume sur le mouvement. Et du coup, d'éviter la stagnation parce que ça permet de faire d'autres mouvements, enfin d'autres formats, donc éviter la routine. Et vous savez très bien que le corps progresse quand il a un stimuli quand même différent appliqué. Donc, on peut faire la même chose pendant 1, 2, 3 mois, mais au bout d'un moment, il faut quand même changer les choses parce que le corps s'habitue trop. C'est tout le temps le même format, tout le temps la même chose. C'est pour ça qu'on ne fait pas tout le temps la même chose, en fait, tout simplement. Donc, euh, on a le top 7 plus back-off. Classique, c'est le fait de faire 1, 2 répétitions, enfin, peu importe, X répétitions, généralement entre 1 et allez, 3, 4 répétitions, mais ça peut être même plus, hein. Ça peut être le même nombre que le back-off, mais juste plus intensif. Et après descendre et faire après notre série, donc par exemple à 3 x 5. Donc intéressant parce qu'on a ce phénomène de potentiation qui n'est pas valable sur tout le monde, mais qui est souvent valable. Et comme je vous l'ai dit, ça permet de mettre un petit pic d'intensité, un petit rappel d'intensité, même en phase de volume. Et du coup, voilà, de reprendre un peu, de se réhabituer un peu à la technique en très lourd, en proche de notre ARM, et de garder un maintien de la force, une activation voilà, nerveuse proche du ARM. Donc c'est intéressant. Cluster 7, on va fractionner la série. Comme je l'ai dit, on va passer vite. Franchement, vous pouvez mettre pause et lire, hein. Mais en gros, on va fractionner la série. Ça permet d'accumuler du volume et d'aller chercher, en fait, là, on va faire, par exemple, 3, 2, 1 avec des secondes de repos entre les reps. Donc ça fait 6 reps. Donc si on fait un 3 x 6 avec la même. En fait, on peut faire un 3 x 6 avec une charge plus élevée. Donc c'est intéressant, ça permet d'avoir un peu plus d'intensité avec un volume plus élevé. Enfin, avec le même volume. Franchement, on va passer parce que la vidéo est longue. Je vous conseille de mettre pause, de regarder. Et si vous avez des questions, on y reviendra. Mais voilà, vous avez le bulgare qui consiste à faire lourd léger. Donc c'est voilà, lourd léger. Et même très intéressant. Départ tous les minutes, ça peut être aussi. En fait, ça, vous pouvez l'adapter. Ça peut être et 2 mômes, et 3 mômes, etc., etc. Et en fait, ça va être every 3 minutes on 2 minutes. Donc toutes les. En gros, la traduction, c'est chaque 3 minutes, départ au début de chaque 3 minutes. Mais le truc classique, c'est départ toutes les minutes. Donc, intéressant pour du volume, pour la répétabilité, pour la concentration, parce qu'on est obligé de se concentrer, rester dedans, rester focus. Hyper, hyper bien. AMRAP, donc c'est du max rep. Et pyramide. Donc ça, c'est des formats que vous pouvez mettre grosso modo dans toutes les phases, peu importe le bloc. En vrai de vrai, ouais, peu importe le bloc, je regarde juste. Franchement, ouais, ça peut se mettre dans chaque bloc. Vous avez juste après ajuster l'intensité en fait selon le bloc, forcément. Mais c'est hyper intéressant. Et enfin, un petit exemple de prog. C'était la prog que j'avais fait. J'avais pris ma prog, j'ai juste réadapté quelques trucs pour que ça soit plus clair, pour que ça soit plus général. Donc, vous pouvez vous en servir. Alors, attention, juste ne copiez pas ça bêtement. Si vous êtes arrivé là, c'est pas pour que vous copiez une prog sans réfléchir. Donc, prenez ce modèle, mais adaptez à votre profil, comme je vous l'ai dit,
plus haut à tout, hein, votre profil, tout ça, tout ça. Mais voilà, un petit exemple. Donc là, c'est pour profil fort lent déjà, en 4 blocs et le pourcentage de la charge égale ce qui équivaut aux fins de bloc. Donc là, quand j'ai mis par exemple une fois 70% sur la séance tertiaire, enfin non, on va dire, là, quand j'ai mis 4 fois 8, 80%, c'est ce que je vais faire sur la fin de bloc. Donc, comme je vous l'ai dit, sur un bloc, vous allez devoir déterminer un format de fin de bloc. Vous allez après découler pour avoir votre plan et pour avoir du coup la surcharge progressive qui est déjà faite. Forcément, vous pouvez l'adapter, mais au moins vous avez déjà un plan et vous savez par quoi vous commencez pour ne pas être dans le dur sur le début du bloc. Vous allez enlever 2 à 5% par semaine à partir du point haut à partir de la fin du bloc. Donc là, fin de bloc 80%, je sais qu'en début de bloc, 4 semaines avant, je commence à peu près 70%, on va dire. 65-70%. Ça permet de commencer en étant léger et de savoir au moment d'avoir son plan et de savoir comment on commence. Donc je conseille de programmer comme ça. C'est beaucoup plus simple que de faire l'inverse et de faire aléatoirement en fait chaque semaine. Donc, bloc 1, séance principale. Donc là, il y avait 3 séances. Donc, séance principale 4 x 8, 80%, avec des chest pull-up 3 fois, 3 fois poids de corps et RPE 6 à 8 pour pas être à l'échec, pour garder la vitesse. Ça montait pas dans le bloc. Séance 2, en fait, c'est la séance 2, mais qui est tertiaire, parce qu'elle est en milieu de semaine. Donc, c'est du léger, c'est du chest pull-up, traction chest pull-up, donc du léger. Séance 3, un peu plus de volume, là, c'était un cluster, du coup, 6-2-2, donc un 3 fois 10, du coup, à 77%. Donc là, c'était la phase un peu plus de volume. Bloc 2, donc on augmente un peu l'intensité. Donc là, la continuité logique, 4 x 6, 82-85%. Là, on a vraiment une continuité logique. Chest PU, toujours, 3 x 4, 67%. Donc on va lester un peu, mais baisser les reps. Séance tertiaire, toujours, 3 séances, du coup, EMOM 10 minutes en chest PU. Donc on a transformé le chest PU comme ça, 1 x 70, 3 x 3 en EMOM 10 minutes. Et séance 3, on est passé du 3 x 10 en 6-2-2 à 5 x 7. Donc on a pratiquement le même volume. Là, on a 30 et là, on a même 35 reps. Mais comme par série, d'intensité, enfin, on a moins de volume par série, on peut aller mettre. Alors là, j'ai mis moins lourd parce que c'était. Ah oui, c'était du one shot. Donc on aurait pu mettre plus lourd, mais là, c'était du one shot obligatoire pour la fin de rep, pour la fin d'amplitude. Donc j'ai mis un peu moins lourd. Bloc 3, là, on passe un peu plus dans la force. Alors là, c'est raccourci, hein. Là, normalement, vous allez mettre plus de temps pour faire cette transition-là. Là, c'est quand même raccourci. Donc là, une fois une, petit top single et après un 3 x 5. Et séance 2, un 5 x 6, donc continuité logique du 5 x 7. Mais là, pas un one-shot obligatoire, donc on peut aller chercher un peu plus, beaucoup plus que le 75%. Et bloc 4, une fois 2, 92%. Et 2 x 2, 87%. Donc là, vraiment bloc de force. Et séance 2, en fait, la séance 2, c'est la séance, c'est genre plus intensif limite que la séance 1 du bloc volume. Vous voyez, même la séance 2 qui est plus axée volume reste plus intensif quand même. Donc voilà un exemple de bloc, comment vous devez un peu faire évoluer la charge et les formats sur une programmation de là, en l'occurrence, c'est 20 semaines. Donc, voilà, quelques sources d'ailleurs. Comme ça, je n'oublie pas de les mettre en description, vous les avez là. C'est surtout pour la morpho, pour la technique et la morpho en traction. Donc, bah, les gars, franchement, la vidéo, j'espère vraiment que vous avez kiffé. J'ai essayé d'être hyper complet. Forcément, il y a des choses que je peux pas dire ou que je peux pas vraiment rentrer à fond dans les détails parce que après, faut personnaliser et ce serait trop long tout simplement. Là, déjà la vidéo, là, je pense qu'elle fait même plus que 2 heures. Je sais pas trop parce que j'ai filmé en plusieurs parties, mais à mon avis, elle fait plus de 2 heures. Mais bref, si ça vous a plu, déjà, un petit commentaire, c'est cool. Ça donne toujours de la force. Et vous pouvez accéder à mon cours gratuit juste en bas, lien dans la bio. Donc, cours gratuit, tout simplement, vous avez en fait les piliers pour structurer vos entraînements. Donc, c'est des choses que j'ai pas forcément dit là dans la vidéo. Euh, donc voilà, je vous invite à aller voir ce cours gratuit là. Ça n'engage à rien. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez un message sur Insta, tesco.sl. Merci à vous d'avoir écouté. C'était Tesco. Ciao.